dans le dernier Mon boss est nul, mais je le soigne. Voilà, donc Kérim Behi aussi, notre coach national, qui travaille sur les sujets tels que l'optimisme, et international aussi. Et international, donc merci aussi d'avoir accepté cette invitation, merci pour votre présence. En fait, c'est un nouveau format un peu qu'on fait au CJD, parce que comme vous le savez, au CJD, on fait des débats sur l'actualité politique, des petits déjeuners-débats, etc. C'est des formats comme ça. Et en fait, on voulait un peu changer de format aussi, parce qu'on pense aussi que l'actualité ne se passe pas que économique, mais on doit être aussi à jour avec l'actualité managériale, justement. Et les jeunes dirigeants aujourd'hui ont besoin justement de ça, dans ce contexte un peu morose, avec tout le stress qu'on subit. Donc on pense qu'effectivement, on a besoin d'inspiration, on a besoin de s'ouvrir sur des nouveaux concepts de management d'aujourd'hui et de demain, justement. Aujourd'hui, on parle de génération. Génération Y, quand nous sommes, mais la génération Z arrive, elle arrive là, je vous rassure, la génération Y c'est juste aux années 90, mais l'année 90 c'est déjà 27 ans, donc ils arrivent, ils font partie de nos collaborateurs, ils sont là, ils ont de nouvelles exigences en termes de management, etc. Et donc c'est à nous aussi, c'est une de nos responsabilités aussi d'adopter notre mode de management en fonction de ce nouveau contexte, en fonction de ces nouvelles exigences, etc. Donc aujourd'hui, je suis très contente de vous accueillir tous pour ce thème. Et avant de passer donc la parole à Elle Labeyed, chère amie, qui est membre du bureau exécutif, qui va animer cette plénière, et nos chers conférenciers, je voulais en fait vous inviter à une expérimentation. Au CJD, on fait beaucoup d'expérimentation, et aujourd'hui, je voulais vous inviter à une expérimentation sur la méditation. Donc en fait, notre amie Katie Floal, qui est du CJD Paris et qui nous fait aussi le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, travaille beaucoup sur la méditation basée sur une technique de yoga d'une tradition indienne et qui fait ça avec des techniques de relaxation, etc. Et donc je voulais vous inviter à cette expérimentation avec elle pour nous faire avant de démarrer cette plénière, qu'on puisse démarrer zen, voilà, etc. Donc je veux l'inviter justement à nous faire cette relaxation pendant 5 minutes, donc profitez-en, fermez 5-10 minutes. Tu peux fermer ton portable, 5-10 minutes de relaxation, ça te fera du bien. Digital détox, 5 minutes de détox et on y va. À plus. Tu as besoin de... Ouais, voilà, juste 5 minutes de digital détox. Alors, ça marche? Ok. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement et fermer les yeux doucement. Voilà. On ne triche pas. Donc, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux doucement. Alors, commencez par les orteils. Remuez-les. Maintenant, sentez qu'ils sont détendus. Détendez vos chevilles et vos pieds. Sentez l'énergie de la terre qui remonte. Vos pieds, vos orteils, vos chevilles, vos mollets, jusqu'à vos genoux, et qui détend les jambes. Relâchez, lâchez prise. Détendez les cuisses. L'énergie monte le long des jambes et les détend. Maintenant, détendez profondément vos hanches, votre ventre et votre taille. Détendez votre dos. Votre dos entier est détendu, du haut jusqu'en bas. Lâchez prise. Détendez votre poitrine et vos épaules. Sentez simplement que vos épaules fondent. Détendez le haut de vos bras. Détendez chaque muscle de vos avant-bras, vos mains jusqu'au bout des doigts. Maintenant, détendez les muscles du cou. Inspirez
et relâchez. Détendez-vous. Portez votre attention sur votre visage. Détendez les mâchoires. La bouche, le nez, les yeux. Les lobes des oreilles. Les muscles du visage et le front. Jusqu'au sommet de la tête. Sentez que tout votre corps est maintenant complètement détendu. Dirigez maintenant votre attention sur votre esprit, vous sentant profondément détendu à l'intérieur. Respirez calmement. Laissez votre esprit se relâcher. Maintenant, déplacez votre intention vers le cœur. Et mettez tranquillement l'idée que la source de lumière illumine votre cœur de l'intérieur et attire votre attention. Sentez-vous immergé dans l'amour et la lumière dans votre cœur. Restez dans le calme et le silence et absorbez-vous lentement en vous-même pendant quelques minutes. Si des pensées arrivent, remettez simplement votre attention sur votre cœur. C'est tout. Je voulais juste partager deux choses avec vous, si ça peut vous intéresser autant pour vous et même pour les enfants. Il y a des vidéos de relaxation de ce type sur YouTube, sur Artfulness. Voilà. Et puis je voulais juste aussi faire un partage. Il y a un super livre que j'ai lu en fait qui rejoint en fait la méditation à l'entreprise qui s'appelle Mindful Work, qui est vraiment génial. Je ne sais pas si on a la photo du livre ou pas. Et en fait, c'est vraiment super parce qu'ils expliquent vraiment comment la relaxation en entreprise, ça se fait beaucoup dans les entreprises, dans la Silicon Valley par exemple, chez Google, Facebook, avant des réunions. En fait, ils ont compris s'ils veulent innover, il faut être créatif. Et pour être créatif, il faut être bien. Il faut être détendu, relax, etc. Donc il y a des belles choses dont il parle dans ce livre qui peut être sympa. Et puis voilà, sur Artfulness. Donc merci. Merci Cathy. J'appelle Emna Bened qui va animer la plénière. Emna, future maman. Je vais appeler également les conférenciers. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus assez nombreux. Merci d'être là. On est ravis de vous avoir avec nous, avec le CJD. Merci beaucoup pour cette séance de méditation qui nous met dans un état de bien-être et de bienveillance qui va nous aider certainement ce soir à aborder ce joli thème. J'aimerais appeler Kerim Bey et Gaël Châtelain avec moi sur la scène pour présenter ce sujet, présenter ces intervenants de renom et qui seront, je suis sûre, très intéressants. Kerim Bey. Donc ce soir, on va parler de management par la bienveillance et d'optimisme et de bien-être en entreprise. Apparemment, c'est possible d'être heureux. Ça se travaille dans sa vie personnelle, mais aussi en entreprise. Aujourd'hui, je suis curieuse d'entendre Gaël Châtelain qui va nous parler de son travail sur ce sujet. Gaël a passé plus de 20 ans
bien qu'il soit très très jeune, en entreprise dans le domaine des médias, dans des groupes aussi prestigieux que Canal+, Énergie, le groupe TF1, aussi l'Institut national de l'audiovisuel. Donc c'est des milieux qui sont certainement stressants, mais aussi créatifs et innovants, et donc ça amène certainement à réfléchir à ces différentes problématiques. Par contre, il ne s'est pas arrêté là. C'est quelqu'un dont on pourrait dire qu'il a plusieurs vies. Rimbaud disait qu'à chaque être, plusieurs autres vies lui semblaient dues. Donc Gaël Châtelain vit cet adage. Il est également romancier, il est musicien, il est entrepreneur, et il est aussi fin analyste et observateur de la nature humaine. Ça le passionne. Et donc, ce parcours-là l'a amené à écrire et à réfléchir à ce bien-être en entreprise et à la bienveillance. Donc, je suis curieuse de vous écouter. D'abord, ensuite, on introduira Kélim Bey à la suite de la présentation de Gaël. Je vous laisse le suspense sur le profil de Kélim Bey. Je ne sais pas si je prends un micro ou pas. Par contre, c'est mieux avec ou sans? Attends. Oh là, mince, je suis derrière. C'est quel bouton pour le petit? Combien de personnes croient que le mot bonheur et travail peuvent aller ensemble? Ok, donc Tunis, vous êtes une bande de psychopathes. Tous. On va revenir juste aux origines du mot travail. L'étymologie, qui est un peu contestée, mais le travail, ça vient de tripalium, qui est un instrument de torture que les Romains utilisaient, donc peut-être à Carthage d'ailleurs, pour punir les esclaves qui ne travaillaient pas bien. Moi je veux bien. Alors ça c'est contesté. Il y a une autre origine. Toi tu vas te découvrir bientôt pour la deuxième fois. Qu'est-ce qu'on a tous en commun? On est tous nés dans une salle de cinéma, une salle de travail. Moi je veux bien que le résultat du travail dans une salle d'accouchement, ça soit le bonheur. Une femme va rarement vous dire que son accouchement en tant que tel, le travail, est un bonheur. Et on va aller encore plus loin, on va revenir sur l'accouchement. En fait, cette analogie, elle est super intéressante. La première fois où il y a un livre qui parle de l'accouchement, c'est dans la Bible. Tu accoucheras dans la douleur. Quand même, le travail, c'est un truc sympa quand même. Alors ensuite, il y a les Grecs qui sont arrivés, qui se sont dit, on ne peut quand même pas faire ça, donc on va créer un métier qui s'appelle le métier de sage-femme, pour amener un peu de bien-être dans ce travail. En 1484, un pape, qui à l'époque habitait en France, qui s'appelait, non ça y est, j'ai oublié le nom du monsieur. C'est pour ça que j'ai un truc, si ça y est, je me rappelle, son nom est inoubliable. Le pape Innocent VIII, 1484, il dit, la femme doit accoucher dans la douleur, le travail doit être douloureux, donc les sages-femmes vont contre la volonté de Dieu, donc on les brûle. Innocent VIII a décidé de brûler toutes les sages-femmes. Il en est resté quelques-unes, le métier est resté, et on arrive maintenant à la péridurale, à tout ce genre de choses qui font que le bien-être pendant le travail est important et que le bonheur à la fin du travail, on en parle dans un moment. Et en fait, je parle de cette analogie, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de parler de bonheur dans le travail, moi je vais vous parler de bien-être dans le travail, au travers d'un personnage que j'ai créé. Je sens que ça va beaucoup m'amuser. Ah, non, c'est sûr. C'est bon. Non, non, là c'est en arrière, en avant. Bob. En fait, Bob, c'est un personnage que j'ai créé il y a quelques mois, bientôt, oui, même plus, qui en fait est une sorte de recordman du manager pourri. Il y a une olympiade du manager, du mauvais manager, il a toutes les médailles, or, argent, bronze. On en a tous rencontré, vous allez voir. Et Bob, il y a un an, alors il y a certains effets, ça va moins marcher, mais il y a un an, il ressemblait à ça. Et ça, on en a tous vu, des managers comme ça, et peut-être que vous aussi, en tant que manager, vous l'avez été. Limite du burn-out, mais pas encore. Il va pas bien, il n'a pas encore pété un câble, il a des objectifs qui sont beaucoup trop compliqués. Son entreprise, il trouve qu'elle est trop dure avec lui, qu'on ne le reconnaît pas assez. Enfin, tout le genre de choses qu'on met sur l'entreprise en disant « mon entreprise ne me reconnaît pas, donc je suis malheureux ». Et Bob se dit « ça marche d'ici, putain, je ne bouge plus, je ne bouge plus ». Bob, ce qu'il se demande, il y a un an, comment passer de ça
Alors, il y a quelques femmes ici, je vous demande de ne pas rigoler, s'il vous plaît. À ça. Rien à voir avec le physique. Il y en a un qui est tendu, l'autre qui est détendu. Et surtout, comment passer d'un bureau qui va ressembler plutôt à quelque chose d'assez industriel. Faut vraiment pas que je bouge. Hein. Tu peux les Ça, tu peux les deux. Moi, je prends dans 2 minutes. Il n'y a pas moyen de descendre le connecteur? Il y a 10 slides. Moi, je prends. Appuie sur le... Ah, ça. Ça, c'est le genre de bureau qu'on voit beaucoup, enfin, qui sont des bureaux un peu jeunes, sympas. Il y a forcément un baby-foot dans l'entrée, enfin, tous les espèces de trucs tarte à la crème qu'on peut nous sortir sur le bureau sympa. On enlève de la bouche. Bob se dit, il faut que j'aille en start-up. Donc, sa solution, c'est ça. La start-up. Et ce qu'on va faire, je vais le faire de façon un peu condensée, on va passer une journée dans la peau de Bob, dans sa start-up. Je cherche une position là. Et on va passer 6 mois plus tard. C'est rigolo, ça rebondit là. Toi, tu reçois des ondes. On va passer une journée dans la peau de Bob pour voir si effectivement son passage, 6 mois plus tard dans une start-up, a amélioré son quotidien, s'il est beaucoup plus heureux qu'il n'était au moment où on l'a rencontré. 7 h du matin, Bob se réveille. Et Bob fait ce geste-là. Et j'aimerais savoir, dans la salle, combien d'entre vous ont fait ce geste qu'on appelle le snooze. Le réveil sonne, j'appuie, ça sonne 10 minutes plus tard. C'est plus le réveil, c'est l'iPhone. Okay. 64% des gens snoozent tous les matins. Et en général, les motivations pour snoozer, c'est je prends du temps pour contre mon entreprise, 10 minutes de plus, c'est quand même sympa. Je vais me reposer un peu plus, quand même être sous la couette, c'est quand même plus sympa. Je vis avec une snoozeuse, donc c'est absolument une horreur. Et en fait, le truc qui est paradoxal alors que les snoozers pensent gagner du temps pour eux et se reposer, un, ne se repose pas parce qu'en 10 minutes, on ne retombe pas en sommeil profond. Et deux, contrairement à la personne qui, quand le réveil sonne, se dit je vais faire de la méditation, ou se dit je vais lire un bouquin que j'aime bien, ou je vais aller regarder Internet si j'ai eu des messages, ce genre de choses, ben, la personne qui snooze pense à son travail au moment où le réveil sonne la première fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous snoozez, vous commencez à bosser au premier réveil. C'est-à-dire que c'est un paradoxe absolument dingue, c'est vous snoozez en pensant vous détendre alors qu'en fait vous vous stressez. Donc Bob, lui, snooze. Il commence, même s'il est en start-up, et à 8h30, il va prendre sa voiture. Alors j'ai cru comprendre qu'à Tunis, depuis quelques mois, la circulation était un sujet qui pouvait parfois devenir problématique. Et Bob, il est comme ça quand il est au volant. Je ne sais pas si on a à Tunis des gens qui sont hyper détendus comme ça. Il y a eu des études absolument géniales à Paris sur quel est le temps qui se passe entre le moment où le feu passe au vert et le premier klaxon. Du mec derrière pour dire, espèce d'enfoiré, tu vas démarrer. À votre avis, c'est combien de temps? 2 secondes. 2 secondes, exactement. Ici, En c'est 2 Tunisie, on secondes avant. klaxonne avant. C'est avant. Les plus détendus en France, c'est à Lille où ils attendent 10 secondes. Comptez 10 secondes. C'est long, hein, avant de commencer à klaxonner. Ben, les mecs dans le Nord, sur ce côté-là, ils ont d'autres défauts, sont très détendus. Bob se met en stress alors qu'il y a eu un calcul extraordinaire. C'est à Paris maintenant, il y a des limitations à 30 km/h, un peu de partout. Je ne sais pas comment ça se passe à Tunis, j'ai pas encore fait l'expérience. Quand il y a un passage piéton, est-ce que vous avez tendance à accélérer pour écraser le piéton et lui faire peur? Ou est-ce que vous ralentissez comme à Genève? Vous m'écrasez. Ok. Bob, il est comme ça, il écrase. Le feu, quand il passe au orange, c'est à peu près comme du vert. Et tout ça, donc, il risque de se faire arrêter par les flics, il se stresse parce que c'est quand même pas très cool. S'il s'arrêtait pour laisser passer un piéton sur un trajet moyen de 1 demi-heure, qui est le trajet moyen d'un Parisien, s'il s'arrêtait pour laisser passer tous les piétons, s'il s'arrêtait à tous les feux orange, s'il respectait les limitations de vitesse, sur 30 minutes, il perdrait cette quantité de temps de dingue de 1 minute. Avec le jeu des feux et compagnie, c'est un moment quand même, quand c'est rouge, on est obligé de s'arrêter. On s'arrête quand même. Vous êtes un curieux de la route, je le vois bien. Donc Bob continue sa route tranquillement et arrive à son bureau. Alors là, il y a la première séance mime. Vous êtes prêts? Ça, c'est mon téléphone et vous en avez peut-être croisé qui arrivent dans leur entreprise et qui sont comme ça. Je passe devant mes collègues, je m'en fous, je lis mes mails. Ah ouais, d'accord, je vois.
La notion de dire bonjour, c'est un truc qui est dingue, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal de commentaires, et quand j'écris sur la bienveillance, on me dit, mais déjà, si mon boss me disait bonjour tous les matins, ça serait génial. Certaines entreprises, le groupe Mars, par exemple, Mars Alimentaire, qui n'est quand même pas un petit groupe, il y a une filiale qui s'appelle Wrigley, qui est les chewing-gums, et la directrice générale de cette boîte me dit, je suis un peu obligé d'arriver un peu plus tôt, donc vers 8h30, 8h15, 8h30, parce que quand le directeur général ou la directrice générale arrive, elle n'a pas le droit de s'asseoir tant qu'elle n'a pas dit bonjour à tous les collaborateurs présents dans l'open space. C'est 90 personnes quand même. Quand elle arrive à la bourre et que tous ses collaborateurs sont là, ça lui prend une demi-heure. Parce que c'est pas juste dire bonjour en passant, c'est salut, hello. Ou salut, ça va sans attendre la réponse, c'est vraiment un bonjour franc et maintenant, déjà c'est rien. Je sens le mépris dans ton regard. C'est de famille, hein, on n'y peut rien. C'est ça. C'est mon frère jumeau, caché. Bob ne dit pas bonjour, et c'est quelque chose, le respect, c'est 68% des gens en entreprise qui considèrent que rien que la notion de respect pourrait les fidéliser à une entreprise. Et ça qui est incroyable. Un chiffre que j'adore, ce Bob qui a changé d'entreprise et qui pour l'instant ne change pas son comportement, la moyenne, alors c'est une moyenne française mais qui visiblement est assez partagée, au bout de combien de temps, au bout de combien de jours, 20% de salariés qui viennent de prendre un job, qui veulent en changer, à votre avis? Je prends un nouveau job, et pour arriver à 20%, il faut que j'attende de gens qui veulent changer de job, combien de jours je dois attendre? C'est encore moins de 3 jours, c'est une journée. Une journée. Ça monte à 65% au bout de 91 jours. Donc quand on parle de notion de respect pour 68% des gens, c'est-à-dire que dans l'entreprise, il y a une notion ne serait-ce que de se sentir bien et pas avoir envie d'aller ailleurs. Il y a quelqu'un qui a écrit sur ce sujet, sur les gens qui parlent d'un job, c'est pas à cause du job, c'est souvent à cause du management. Et le respect fait partie de cette problématique-là. J'ai trouvé la technique, hein, c'est bien. 9h05, Bob arrive. Alors je suis pas allé dans des bureaux à Tunis, mais en France, on a cette espèce de logique du plus mon bureau est grand, plus j'ai un grand nombre de fenêtres, plus j'ai une surface importante, plus je suis important. C'est la logique du bureau, et puis je le ferme parce que si jamais ma porte reste ouverte, ça serait dommage qu'on vienne me déranger ou me poser des questions. Bob, il fait exactement ça. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très typique au système français, qu'on ne voit pas du tout, par exemple, en Suède, et qui commence à changer, parce qu'on se dit, si on veut véritablement motiver les gens, il faut pouvoir échanger avec eux. Et échanger avec eux, ne serait-ce que passer une porte, devoir taper à la porte, passer la porte, et voir Bob dire « Quoi? Qu'est-ce que tu veux ?» Et ça, il y en a un paquet qui font ce genre de choses. Alors qu'un manager, en théorie, ça va être quelqu'un qui est disponible en permanence. C'est quelqu'un qui doit pouvoir s'arrêter de travailler pour donner un conseil, ou à minima dire « Laisse-moi finir ça, je viens te voir dans 2 minutes. » Et pas « Viens me voir dans 2 minutes. » Je viens te voir dans 2 minutes. Cette notion de rapport hiérarchique, alors, au risque de choquer peut-être certaines personnes, je ne crois pas du tout à l'entreprise libérée. Au côté, il n'y a pas de patron, on est tous potes et tout va bien. J'y crois pas du tout. Par contre, je crois profondément au fait qu'un manager doit être là pour être en permanence en assistance de ses équipes, et inversement, il doit se nourrir de ses équipes, ce qu'on va voir un tout petit peu plus tard. 10 heures. Bob a un problème. Comme, alors je rassure, c'est entre 50 et 60% des gens en entreprise n'atteignent jamais leurs objectifs. Ensuite, il y a plein de raisons. Est-ce que les objectifs sont trop ambitieux ou est-ce que les collaborateurs sont trop mauvais? Probablement un mélange entre les deux, mais Bob, lui, n'y est pas arrivé. Et ça, je vous présente Jen, c'est la charmante chef de Bob, qui est un peu dans le même principe. Donc il se fait hurler dessus, littéralement par sa bosse, et il se sent après comme ça. On a une expression, il se sent comme une petite merde. C'est lui. Il se sent minable. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire engueuler par un patron, même pour quelque chose de mal que vous avez fait. Le problème dans cette situation, c'est que Bob se dit, je suis un peu une victime, c'est mon patron est vraiment trop dur, c'est injuste. Mais sauf que un manager doit manager son manager. Et au lieu de se laisser hurler dessus et après que Jen lui raccroche au nez en étant fâché, Bob, rien ne l'empêche de laisser parler sa bosse, d'attendre qu'elle se calme. C'est un peu le syndrome du chihuahua. Essayez de voir un chihuahua quand il hurle dessus, attendez un peu, à un moment il arrête. Jen, à un moment, elle s'arrête, et Bob devrait dire à sa bosse, ok, je comprends le problème, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça ne se reproduise pas? Or Bob, lui, ne se pose pas du tout cette question, parce que lui est exactement dans le même schéma, parce que juste après s'être fait engueuler par sa bosse, qu'est-ce qu'il va faire à 10h30?
il va voir une collaboratrice et il se défoule. Donc le manager qui vient de se faire engueuler par sa manageuse va trouver quelqu'un pour lui hurler dessus. Le problème, on parlait tout à l'heure de la génération Y, c'est que cette collaboratrice, elle est de la génération entre Y et Z. Et ce qu'elle fait exactement 10 minutes plus tard à Bob, elle lui dit « au revoir ». La génération Z est un enjeu majeur. J'interviens dans certains groupes qui nous disent « on n'arrive pas à attirer les jeunes générations et pire, on n'arrive pas à les garder ». C'est-à-dire que les jeunes générations, les problématiques qu'elles ont par rapport à ma génération, je suis presque Y, à peu près, on a un attachement très fort à l'entreprise. Ce n'est pas du tout le cas de la génération d'après. Je vais vous donner l'exemple d'un ami qui est le patron d'un gros cabinet de consultants. Il reçoit un coup de fil à 17h30 d'un client lui disant « je veux ce rapport impérativement avant le week-end ». Lui, au lieu de dire à son client « on est vendredi, ça peut peut-être attendre lundi et on le fera bien parce qu'il y aura toute l'équipe qui sera présente », il accepte. Dont acte. À 18h, il réunit une équipe autour de lui et il leur dit « bon les gars, les filles, votre week-end on va le raccourcir un petit peu parce qu'on a une urgence, donc on se réunit et probablement vous serez chez vous pas avant minuit, 1h du matin ». Et là, il y a un gamin, génération Z, ça faisait 1 ou 2 ans qu'il était là, qui lui fait « attention, il y a du mime là, tu es prêt ?» Il fait « mais attendez, moi, vendredi, 18h30, j'ai foot. » Mon pote fait « non mais ok, t'as foot, mais il y a une urgence. » Lui, « ouais, ok, il y a une urgence, mais moi, 18h30 vendredi, j'ai foot. » T'es au courant que c'est mauvais pour ta carrière? Ouais, mais 18h30 vendredi, j'ai foot. Et il se bat. Mais non seulement il se bat là, ce week-end-là, mais le pire, c'est que la semaine suivante, il a démissionné. C'est-à-dire que l'attente qu'il avait par rapport à l'entreprise, c'est certes d'avoir des missions intéressantes, mais c'est certainement pas de prendre sur son temps de travail. Et de plus en plus de grandes entreprises ont ce problème de fidéliser des jeunes, parce que les attentes, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est pas tout à fait la même que pour notre génération. Enfin, en tout cas, moi j'ai été élevé par des parents où vie privée et vie professionnelle, c'était pas tout à fait la même problématique. Aujourd'hui, entre le travail des femmes, où justement il doit y avoir une meilleure répartition, parce que c'est pas, on va pas demander aux femmes de absolument tout faire. La génération d'avant, moi ma mère travaillait pas, c'était quand même un peu plus simple. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut trouver cet équilibre, et c'est pas la valeur d'ajustement, ce ne sont pas les collaborateurs, c'est l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on va adapter les comportements des managers pour faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien dans leur boîte. Mais Bob, lui, ne comprend pas ça, et à 11h, comme il se dit j'ai passé déjà une demi-journée pas top, il va s'enfermer dans son bureau et se boit un café. La pause café de Bob, c'est tout seul dans son bureau. Le MIT, en 2013, a fait une étude qui a montré que toutes les entreprises qui privilégient les pauses café entre collaborateurs augmentaient leur créativité de 10%. Pour une raison toute simple, j'en vois 2-3 qui ont été un jour des jeunes collaborateurs. Quand on est en réunion avec un manager qui a un peu de bouteille, en général, on n'ouvre pas. On se dit, si je dis une connerie, je suis mort. Autour d'une machine à café, c'est pas du tout pareil. Quand j'étais chez TF1, un des directeurs généraux m'avait dit, Gaël, tu gères une équipe, passe du temps à la machine à café. C'est perturbant quand même comme phrase. Je me dis, pourquoi? Déjà, c'est là où tu connaîtras les rumeurs de la boîte, donc tu pourras les gérer. C'est là où tes collaborateurs vont te parler de façon totalement libérée. Alors qu'en réunion, il y a un agenda, il y a la hiérarchie. Et ce genre de choses, aujourd'hui, alors en Suède, c'est dans la tradition, c'est tous les jours, il y a des pauses café qui sont organisées. Et en France, il reste malheureusement, et ça c'est un autre cas qui est extraordinaire, si vous avez vraiment du pouvoir dans certaines entreprises, la machine à café, elle est dans votre bureau. Et ça, c'est le top du top. Mais sauf que vous réduisez la créativité en gros de 10% dans votre entreprise. 11h10, Bob a bu un café et s'est détendu et se dit tiens, je me suis fait engueuler, il faut que j'ai une idée. Donc il se met à réfléchir. Peut-être tu me fais des signes quand il faut que j'accélère beaucoup. Non, c'est très intéressant. Il se dit, personnellement, j'apprécie. Il se dit il faut que j'ai une idée. Et Bob, quand il veut avoir une idée, bien entendu, il est tout seul dans son bureau et se met à réfléchir absolument tout seul. Et là, je vais vous faire une toute petite digression pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, pour vous montrer que la créativité seule est un concept assez étrange, sauf peut-être en musique, et encore, c'est même pas sûr. Je vais vous raconter l'histoire d'Apple. Deux personnes qui
sont reconnus maintenant comme étant assez géniales, Steve Jobs, Steve Wozniak. Ils ont cette idée de faire une carte mère. Pour ceux, celles qui ne savent pas ce que c'est une carte mère, c'est un truc super sexy qui ressemble à ça. La partie au-dessus. Donc c'est un circuit imprimé, mais sauf que leur circuit imprimé est absolument génial parce qu'à cette époque, les ordinateurs c'était des lumières rouges et des lumières vertes. C'était pas du tout ce qu'on pouvait voir, ça se connectait pas à une télé. Eux ils se disent qu'on va faire une carte mère qui peut se connecter et auquel on peut connecter un clavier. C'est une révolution absolue. Et ils vont voir un magasin à Mountain View qui dit ouais on est intéressé là-dedans. Et sauf qu'ils arrivent avec leurs produits. Et la petite boutique d'électronique de Mountain View leur dit mais c'est pas du tout ce que je veux. Là les deux font non mais vous êtes gentils, c'est la carte mère qu'on veut. Non, moi j'avais compris que vous alliez m'amener quelque chose que je peux connecter directement sur la télé, sans avoir rien à faire. Et là les deux associés disent mais qu'est-ce qu'on va faire de nos 50 cartes mères? Je m'en fous, c'est pas ce que je vous ai demandé. Alors que eux pensaient véritablement que c'était leur idée. Le type leur dit je m'en fous, je n'en veux pas. Revenez avec ce que vous m'avez promis. Réellement, ils étaient sur deux territoires complètement différents. Mais ils voulaient vendre impérativement leurs 50 cartes mères et est né l'Apple 1. Vous allez voir, c'est l'objet le plus sexy de la planète. Le premier Apple, c'est ça. C'est quand même un truc en bois, mais sauf qu'ils n'avaient pas le choix. Et ils ont été obligés d'adapter leur idée grâce à une petite boutique de Mountain View pour finalement, un an plus tard, sortir ce qui a littéralement révolutionné le monde de l'informatique en inventant au passage un petit détail qui s'appelle le plug and play. On entend encore aujourd'hui, c'est Wozniak et Jobs qui ont fait ça. Mais cette anecdote, j'aime bien la raconter parce que justement elle montre que des génies absolus en termes de créativité que peuvent être Jobs et Wozniak, sans être passés par cette petite boutique, ils n'auraient jamais été les phénomènes absolus qui ont révolutionné le monde littéralement, quasiment. C'est assez étonnant. Mais Bob, lui, il n'est pas comme ça. C'est pas Jobs ou c'est pas Wozniak. Lui, donc je vous rappelle, il a commencé à réfléchir à 11h10. Donc Bob, comme c'est un génie, à 11h11, il a une idée. Mais c'est pire, à 11h13, il va voir son directeur commercial pour lui parler d'idée. Ça, c'est un autre problème, c'est avoir une idée, c'est bien, mais l'imposer sans aucune discussion, ça c'est la méthode de Bob, j'ai une idée, je suis patron, j'ai donc raison, je t'emmerde à pique là. Aucun partage, rien. Et quand il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir que moins de 25% des collaborateurs font confiance à leur manager. On est sur des chiffres quand même assez impressionnants. Plus de 32% des managers sont source de stress chez leurs collaborateurs. Quand on voit ça, on le comprend un petit peu mieux. Mais le stress, c'est pas tant une question de personne qu'une question d'attitude. Bob, son idée, elle est peut-être géniale, mais entre l'imposer en hurlant, ou même l'imposer sans hurler, et dire, tiens, si on se réunissait pour parler de ce sujet-là, j'ai peut-être une idée, et peut-être qu'on arrivera in fine à sélectionner cette idée, mais dans l'absolu, arriver avec une idée toute écrite qu'on doit appliquer, c'est quelque chose qui génère un stress absolument de dingue. Mais Bob, lui, ça ne lui pose pas de problème, donc 11h13, il impose son idée, et 12h30, parce que c'est bien fatigué, alors ça c'est une tradition très française, je ne sais pas combien, la durée de la pause déj à Tunis, c'est combien? 1 heure, j'ai entendu 1h30, ça dépend? Ça dépend de ce qu'on mange. Ah, d'accord. Vendredi, c'est 3 heures. Parce que vous vous rappelez? Ah ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure je parlais d'équilibre vie privée et vie personnelle. 62% des Américains vont passer moins d'une demi-heure pour déjeuner. 73% des Anglais, moins d'une demi-heure. Bon, certaines mauvaises langues disent que c'est parce que la bouffe est dégueulasse, peut-être. Mais là, in fine, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette demi-heure par rapport à Bob qui va passer 2 heures, je vous garantis que dans les médias à Paris, passer 2 à 3 heures de pause déjeuner, c'est quelque chose de courant. 2 à 3 heures. Et c'est un humoriste qui disait « Les déjeuners d'affaires est un concept auquel je ne crois pas, parce que ma mère m'a appris à ne pas parler la bouche pleine. » C'est pas idiot comme réflexion. Mais de fait, en passant une demi-heure seulement à déjeuner, ça permet de gagner du temps sur la fin de journée. Et le truc qui est étonnant, c'est, est-ce que, à votre avis, c'est quel est le pays le recordman du monde en termes de durée de pause déjeuner? L'Espagne. La sieste avec, Les clichés, c'était le Je Japon. dirais le Mexique, avec le Sandrero. Non, c'est le Japon. C'est le Japon qui est au-delà de 45 minutes. Alors, on ne parle pas non plus de 4 heures. Hein. Parce que la moyenne française, je crois que c'est plus de 54% qui passent
plus de 45 minutes à déjeuner. Le Japon, on a 10% de plus là-dessus, donc on n'est pas sur des délires, c'est pas non plus 2 heures, mais on commence à dire qu'une pause déjeuner est longue au-delà de 45 minutes, parce que ça commence à empiéter. Et surtout, le truc qui est rigolo, c'est que Bob, je rappelle qu'il s'est réveillé en pensant à son boulot. On pense se détendre à déjeuner. En général, essayez de faire le test demain, de quoi on parle durant le déjeuner, très généralement de boulot. Parce que souvent, on déjeune avec des collègues, souvent les mêmes, ce qui fait qu'en plus, on ne connaît pas les collègues. Alors, je vais vous donner un truc, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens dans des grandes entreprises, pas plus de, on va dire, 50 personnes? Ouais. Il y a une boîte qui a fait un truc que j'adore. C'est en fait les datings de déj. Et en fait, vous avez à l'entrée de l'entreprise les noms de tout le monde, et vous pouvez déjeuner avec 4 personnes, mais vous tirez au sort. Et ce qui permet de mélanger les gens. Parce que Bob, il cumule tout. Parce que oui, je ne vous ai pas précisé, il déjeune avec un pote, il va se faire une bonne table, et il revient à 15 h. C'est obligatoire ou quoi? Quoi donc? De déjeuner avec... Ah oui, c'est obligatoire. Mais c'est plutôt sympa. Hein. Non, parce que dans l'absolu, c'est aussi quelque chose qui est assez important. C'est quand on travaille au marketing, en général, on ne comprend pas les commerciaux. Quand on est commercial, la comptabilité nous emmerde, etc., etc. Mais c'est important, les déjeuners, tant qu'à bosser, autant faire que l'information circule mieux et que les gens s'entendent mieux. Or, le déjeuner aujourd'hui est plus source de « ok, je suis au boulot, je me détends un peu, mais pas véritablement ». Essayez de penser à Bob là, à quel moment il a pensé à lui, une seule fois. Jamais. Il pense qu'au taf, tout le temps. Et quand il arrive à 15 h, oh là, j'ai pas bu, je vous le jure, j'ai un jus d'orange. Là, je vais vous parler de quelque chose alors, qui visiblement concerne, en tout cas en France, 2-3 politiciens, l'éthique. Bob, quand il rentre dans son bureau, et ça j'en ai connu pas mal, il se dit, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, je vais me fumer un cigare dans mon bureau. Et l'éthique, elle commence par ça, par des petits gestes. Sur, j'impose des règles, tu n'as pas le droit de fumer dans ton bureau, ben, je dois les respecter. Dans les médias, il y a quelques patrons de chaîne qui disent, ben, je vais fumer... Alors, je sais qu'il n'y a pas la loi E20, on était très surpris tout à l'heure à l'hôtel, on peut fumer à l'intérieur. Mais dans les bureaux, vous avez le droit de fumer ou pas? Ok, donc je vais donner un autre exemple. Le manager dit à ses collaborateurs, la pause déjeuner, c'est pas plus d'1 heure. Bob, lui, il prend 2 heures. Et tout ce genre de petites choses, l'éthique, il n'y a pas que les grandes choses d'un manager dans l'éthique. Il y a le côté, les petites règles que l'on impose au quotidien, et celle d'après, dont je vais parler, est d'importance. Et là, je pense que d'après ce que j'ai cru entendre, ça peut concerner Tunis. À 15h16, Bob se dit, merde, ma réunion de 15h de mon équipe, elle était à 15h. Et il est 15h16. Et là, pour vous parler d'une chose, c'est la notion de retard. Gandhi disait, le retard est un acte de violence. Être en retard, et c'est ce que fait Bob, c'est considérer que son agenda est plus important que celui de ses collaborateurs. Il considère que ce sont les autres qui vont s'adapter à lui. Et je vais vous donner un exemple, rien politique dans ce que je vais faire, sur le chef d'État connu mondialement pour ses retards. Lui. Et c'est pourquoi je mets François Hollande, c'est pas parce qu'il a bientôt fini, c'est parce que je me rappelle d'une image il y a 2 ans, d'un G20, je ne sais plus où il était. Hein? C'est le roi du Maroc qui attendait que... Mais il l'a fait à chaque fois. Non, non, c'est pire cette image. C'est il y a les 19 chefs d'État pour la photo de famille. Et là, il y a plein de télé. Le monde entier filme. Et là, Barack Obama se retourne vers les 18, pardon, 19, et dit « Désolé, on attend quelqu'un, on va être en retard, inutile de vous préciser qui l'on attend. » Et là, les 19 chefs d'État pétaient de rire. C'est-à-dire qu'en plus d'être d'une certaine façon violent, parce qu'il estime que son agenda est plus important que quand même sur les 19 mecs, il y en avait quand même 2-3 aussi importants que lui à minima. Donc ça, c'est violent. En plus, ça fait passer un message absolument détestable. Et ça, quand on est manager, qu'on arrive en retard à une réunion, vous ne vous trompez pas, c'est la même. Et les gens qui sont à l'heure vont considérer la personne en retard comme totalement irrespectueuse. Alors il y a des solutions très simples. Je vais vous livrer un ou deux secrets. C'est quand j'étais chez Énergie, il y avait beaucoup de gens en retard. Dans les médias, on aime bien être en retard. Et surtout ma réunion du lundi à 9h30, qui était une réunion commerciale, donc avec une cinquantaine de personnes. Première réunion, un commercial arrive à 9h31. Je ne vais pas laisser rentrer.
Mais c'est bon, 1 minute, non, c'est pas bon. Il y a 49 personnes qui sont à l'heure, pourquoi toi, t'arriverais avec 1 minute de retard? C'est quoi la blague? Ensuite, ça peut arriver d'être en retard et on avertit. Bien sûr que ça peut arriver. Mais le côté horaire... Pardon? C'est ton beau. Non, j'ai pas fait mon... Au contraire, j'ai fait tout l'inverse du Bob. Moi, j'étais à l'heure, les autres étaient à l'heure. C'est l'autre qui arrive en retard qui fait son Bob. Parce que arriver 1 minute en retard, même 1 minute, alors tous les autres sont à l'heure. Pourquoi? En quoi cette personne est spéciale par rapport aux autres? C'est aussi, il y a un petit instinct grégaire en entreprise où il y a des règles communes qui font que il faut les imposer. Alors peut-être que j'étais un petit peu Bob avec 1 minute. Mais in fine, c'est à chacun de fixer les limites et de dire ok, les portes sont ouvertes en 5 minutes. Mais si tu fais ça, tu dis la porte est ouverte pendant 5 minutes, je te fiche mon billet que les 50 personnes arrivent avec 5 minutes de retard la fois d'après. C'est ça, c'est pour ça que je dis je ne crois pas à l'entreprise libérée. Il me semble que les règles communes font qu'on arrive à avoir un vivre ensemble qui est assez intéressant. Mais Bob ne se pose pas cette question puisqu'il arrive en réunion à 15h20 et comme vous en doutez, il n'écoute rien. Alors cette image n'est pas tout à fait exacte parce qu'il ne dit rien aux remarques qu'on lui dit, mais lui il parle beaucoup. Bob s'écoute parler. Et en fait, c'est pas tellement une réunion, c'est pas un échange, c'est plutôt une sorte de messe qu'il va donner. Il va expliquer à quel point les objectifs, il faut les tenir, parce que je vous rappelle qu'il a un problème d'objectif, Bob. Donc il va mettre la pression à son équipe sans rien écouter, et quand il va rentrer dans son bureau à 16h30, il va faire ça. Et ça, c'est un autre truc qui est un peu ringard, je suis désolé, mais c'est une réunion sans compte rendu, c'est une réunion qui ne sert à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui m'écoutent là, au maximum, même si vous êtes hyper concentré, vous allez retenir 50% de ce que j'ai dit. C'est le maximum. Toutes les études ont montré ça. C'est-à-dire que Bob, quand il a fait sa réunion pour dire sa messe, s'il estime que ses collaborateurs vont faire ce qu'il a dit, au mieux, ça sera 50% qui sera fait. Donc au lieu de se mettre les pieds sur la table, il ferait mieux. Un compte rendu, c'est pas un roman de 20 pages, c'est voilà, on s'est dit ça, toi tu dois faire ça, ça, ça et ça, moi je fais ça. Quelque chose qui va remettre dans l'action. Et Bob, lui, il ne se pose pas trop cette question. 16h30, il est tranquille sur son bureau et à 17h, sport préféré, il fait des mails. Des mails et des mails et des mails. Et surtout, la célèbre technique du je fais des mails en mettant en copie 40 personnes. Essayez de compter le nombre de personnes que vous mettez en copie de vos mails si chacune de ces personnes devait répondre à tout le monde et qu'une fois de plus, ces personnes devaient répondre à tout le monde. On arrive à des centaines de mails à partir d'un mail initial. Alors il y a deux choses. Là, je vais donner une autre petite règle, et là, c'est un peu Bob, mais pas trop Bob. Il y a une phrase qui m'horripile en entreprise, c'est quelqu'un qui vient me voir et me dit « T'es au courant de ça ?» Non, pourquoi? Je comprends pas, t'étais en copie. Cette phrase-là, tu devrais être au courant, t'es en copie, quand on arrive à un volume d'informations aussi phénoménal que celui qu'on a aujourd'hui, ça devient aberrant. Donc il y a une règle très simple, que vous pouvez appliquer dès demain, pareil. C'est dans Outlook ou de n'importe quel de serveur mail, dès que vous êtes en copie, ça part à la poubelle. Mais il ne faut pas le faire sans le dire. L'idée en entreprise, c'est de fixer de comment fonctionne le mail. C'est-à-dire que le mail est devenu un mode de communication où on va arriver à des aberrations qui sont très communes, d'envoyer un mail à son voisin de bureau. Il y a une invention de dingue qui existe, qui sont les pieds. C'est mon voisin de bureau, je me déplace. Et ça, on l'oublie parce qu'on considère que le mail, c'est le mode d'information absolu. Et là, la responsabilité de Bob, elle n'est pas de faire ça. Elle est de ne pas réunir son équipe pour dire, voilà, c'est maintenant, la règle, c'est pour copie, on arrête. Un destinataire, pas plus. 2, éventuellement. 3, quand vraiment il y a à faire. Mais le pour copie est une aberration en termes de circulation d'informations. 18h, le drame pour Bob. Le serveur mail tombe en panne à cause d'une erreur du directeur informatique qui vient le voir en disant au secours. Autant vous dire que Bob, qui est en train de faire des mails, est un peu furieux. Et là, on va parler du droit à l'erreur. Parce que la réaction de Bob à 18h02, c'est ça. Un directeur informatique, un manager, le serveur mail est tombé à cause d'une erreur. Et Bob, il devrait se rappeler de quand il était bébé. À votre avis, à ton avis, pardon. Je peux pas encore répondre. Non, mais ton premier enfant, il a 1 an et demi. Au bout de combien de fois il a réussi à faire ce geste absolument extraordinaire que je vais mimer? 1, 2, 3. Ça, combien de fois il est tombé? Est-ce que quelqu'un a une idée du nombre de chutes pour réussir à enchaîner 3 pas? Toi, tu n'as pas le droit. Pas d'idée? Je
J'hésite entre 100 et 1000. Ok, 2000. À quel parent viendrait l'idée, au bout de 1500 fois, de dire à son enfant, t'es vraiment trop nul, arrête. Mais à l'inverse, à quel gamin viendrait l'idée de dire à la 1900e fois, il se tombe, il se fait mal, putain, j'en ai marre de tomber, j'arrête, je vais m'acheter des roulettes. À personne. Et ce droit à l'erreur, on l'a complètement oublié. Le fait que pour apprendre et pour avancer, on doit se casser la gueule, on doit se tromper. Alors, le problème, c'est pas l'erreur, c'est l'erreur qui se répète. Mais la notion d'erreur, le type à l'informatique, ça peut arriver. Et au lieu de lui hurler dessus et de faire que derrière, il ne va prendre plus aucune initiative, parce que ne pas donner le droit à l'erreur, c'est se priver de toute créativité. Quelqu'un, s'il se fait hurler dessus dès qu'il fait une erreur ou quelque chose plante, s'il se fait hurler dessus à chaque fois, autant vous dire que très vite, il va arrêter d'avoir des idées et surtout de les proposer au manager. Parce qu'il n'a pas envie de se faire engueuler. Et donc là, ce qu'il fait avec son directeur informatique, il est en train de le transformer en fonctionnaire, donc tout ce que ça peut avoir l'image de Pinal un peu classique, il va faire juste son taf, il ne va pas essayer d'améliorer les choses et il va venir complètement terre. 19h, j'accélère un petit peu. 19h, Bob a une grande idée parce qu'il sent bien que la journée était pourrie, il organise une réunion pour parler d'humour à 19h. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la réunion à 19h organisée par un manager sans se poser la question de est-ce qu'on a une vie après, est-ce qu'on a des enfants à aller chercher, etc., etc. Ça semble un détail, les réunions passées 18h30. Je vous garantis que c'est un drame, mais véritablement, mais y compris pour nous les mecs. Parce que le nombre de fois, alors certes, il y a des mamans qui vont chercher leurs enfants, mais nous aussi, on peut avoir envie de les chercher, sauf que nous aussi, on se fait engueuler sur ce sujet-là, en disant, mais attends, mais d'où tu vas chercher tes gamins, c'est pas ta meuf qui le fait. C'est-à-dire que globalement, ces réunions-là, elles arnaquent tout le monde. Donc je sais que pour les femmes, c'est encore plus dur, parce qu'il y a ce sentiment de c'est quand même nous qui gérons beaucoup de choses. Et du côté masculin, il y a également cette espèce de pression donnée par l'entreprise et par le manager, qui devrait mettre en place des règles toutes simples. C'est une réunion après 18h, 18h30, ça dépend ensuite des villes, etc., c'est dans la circulation, ne doit pas exister. Et ça, c'est lié, encore une fois, si vous reprenez toute la journée Bob, au fait qu'il a fait quand même une pause déjeuner de 2h30, qu'il s'est réveillé à la bourre, enfin bref, c'est tout ce genre de choses qui s'accumulent, qui vont faire que lui, on trouve ça tout à fait normal, une réunion à 19h. Bob n'a pas fini sa journée, parce qu'à 20h, et ça, je vous garantis que c'est une histoire vraie, il est toujours là, mais il fait un truc extraordinaire, il vérifie les notes de frais de ses collaborateurs. J'ai eu un président d'une entreprise, 1000 collaborateurs, 1000. Tous les jours, à 20h, il vérifiait les notes de frais de ses collaborateurs. C'est après. Il rentrait chez lui vers 22h. Et si jamais il y avait une erreur, il envoyait un mail au collaborateur pour dire cette note de frais, je ne comprends pas pourquoi, il y a ça, etc. etc. Alors, il y a le côté, lui, ça lui pourrait la vie, mais l'impact sur son service comptabilité, c'est quand même le travail de dire si une note de frais est valide ou pas. Sauf que Bob ne sait pas déléguer. Ce n'est pas tout à fait étonnant, quelqu'un qui ne sait pas échanger ne va pas être dans la confiance et de dire tiens, ça, je n'en suis pas spécialiste et je te fais confiance pour le faire. Et la notion d'autonomie est quelque chose, à mon sens, qui est assez fondamental à obtenir de la part du manager et des collaborateurs. C'est une vraie construction de relations de confiance qui vont faire que Bob, au lieu à 20h de faire ses notes de frais, pourrait tranquillement rentrer chez lui et faire autre chose. Mais Bob, lui ne faisant confiance et ne déléguant rien, reste à 20h chez lui, et à 21h45, je me suis trompé d'un quart d'heure, c'est 21h45, il fait le trajet retour, toujours dans le même état, donc il est toujours bien détendu. À 21h45, Bob arrive chez lui. Bob est célibataire, forcément, ou divorcé, comme vous voulez. Et il se détend. Et pour se détendre, il se met devant sa télé, il regarde BFM Télé avec un plateau repas. Alors, je ne vais pas vous faire tout un discours sur le côté anxiogène des chaînes d'infos, mais Bob, lui, pour se détendre, parce que lui, c'est sa fin de journée, il regarde les infos. À aucun moment, il se pose la question du qu'est-ce qu'il me plaît à moi. C'est intéressant de s'informer, certes, mais est-ce qu'il pense à lui? La journée de Bob, toute sa journée sans exception, n'est que stress. À aucun moment, il se pose pour regarder La Reine des Neiges, ou je ne sais pas, quelque chose. Non, lui, il regarde BFM. Et c'est pire, c'est qu'après s'être bien détendu en mangeant son plateau repas, à 23h, il fait des mails. Le mail nocturne.
Alors, je vois, il y en a qui font des brouilles bizarres en se disant, non, c'est pas possible. 62% des gens font des mails en dehors de leurs horaires de travail, y compris en vacances, y compris les week-ends. 63% d'entre vous n'éteignent jamais leur serveur mail sur leur téléphone. Alors qu'il y a une question qui est facile, c'est vous pouvez très bien arrêter les mails, mais ils ne le font jamais. Est-ce qu'il y en a qui ont des iPhone 6E, non 5 SE, 7 ou 6 dans la salle? Ouais. Apple a inventé un truc, mais de dingue. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je mets en accessible la fonction je coupe les mails, ils ont créé une fonction pour mettre en place un mode nuit. Le mode nuit ne coupe pas les mails. Le mode nuit change la luminosité de votre téléphone. Parce qu'il y a eu des études qui ont montré que quand il y a un message qui arrive, il y a cette lumière blanche et que ça perturbe le sommeil profond. Et plutôt que de se dire, mais peut-être qu'on va couper, ben non, on a dit on va changer la lumière. On va dire, oui, mais s'il y a une urgence, ben on va revenir sur tes enfants. Mademoiselle, j'ai une question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des enfants dans la salle? Ok, très bien. Imaginez, ton fils marche, comme ça il court, il tombe et il s'explose la tête là, en sang. On peut dire que c'est une urgence. Et là, vous avez, je propose deux choix. Choix 1. Ah mais ça d'accord, mais non mais c'est une image. Et là il est tombé, désolé, il est tombé. Bobo, maman, aïe aïe aïe, ok, hôpital. Il faut appeler les urgences. Ou, deuxième possibilité, donc première possibilité, on appelle les urgences. Deuxième possibilité, j'envoie un mail aux urgences. On fait quoi? On appelle. Je ne sais pas si vous réalisez qu'aujourd'hui, la notion de mail est devenue urgente. Alors que quand il y a une vraie urgence, eh ben, on ne se pose même pas la question. On ne va pas envoyer un mail pour appeler les pompiers. Et qu'en entreprise, pourquoi est-ce qu'on garde nos mails toujours ouverts, y compris en vacances? Moi j'ai commencé à bosser il y a 30 ans, quand je partais en vacances, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de mail et pourtant l'économie allait mieux. Il faut un moment qu'on se pose la question. Je vous racontais l'anecdote c'est une boîte allemande, Daimler, pour les mails d'absence de vacances. Donc, je peux vous écrire le mail à peu près de tous individuellement. Bonjour, je suis en vacances sur du temps au temps, j'aurai un accès limité à mes mails, en cas d'urgence, ça peut les machins, mais quand même je pourrais répondre. En gros c'est ça. On dit, j'ai un accès limité à mes mails et on sait très bien qu'on les regarde à peu près une fois par jour, au mieux. Daimler-Benz a dit ça, on arrête. Et ils ont proposé à leurs collaborateurs, donc imaginez, M. Schmitt part en vacances. Daimler propose à M. Schmitt de dire, d'avoir ce mail d'absence suivant. Si vous écrivez à M. Schmitt qui est en vacances, vous recevez le mail suivant. Bonjour, M. Schmitt est en vacances du temps au temps. Nous venons d'effacer votre mail. S'il y a une urgence, vous pouvez l'envoyer à M. Buntar, qui lui est là, ou le renvoyer à M. Schmitt à telle date quand il sera revenu de vacances. Résultat, M. Schmitt a 0 mail pendant ses vacances et a 0 mail quand il revient chez lui, dans son travail. Parce que regardez le nombre de mails qu'on a traités quand on revient de vacances, il y en a les 3 quarts qui ont déjà été réglés, mais par contre on doit les lire. Et le quart qui reste, globalement, il n'y a pas grand chose à faire, il y avait peut-être 1 ou 2 mails véritablement importants. Et la problématique des mails, elle est absolument majeure. C'est-à-dire qu'on nous a rentré dans la tête, on s'est rentré tout seul dans la tête, que le mail est un mode de communication, 1, d'urgence, 2, permanent, alors qu'au final, en termes d'organisation, rendez-vous compte qu'aujourd'hui, si vous réfléchissez à votre année entière, 365 jours, je pense que si je vous demande lequel d'entre vous n'a pas pensé au boulot une seule fois dans une journée, personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée dans l'année où on ne pense pas au travail. Pas une. Il ne faut pas s'étonner. Ensuite, pardon? Non mais quand tu es en vacances, il faut bien arrêter de penser au boulot aussi, pour se reposer. Tu les as payés, vaut mieux en profiter. En France, on arrive à des taux de burn-out, on arrive à 10% de la population active qui est concernée par le burn-out de peu ou près, qui a fait ou va faire 3 millions de personnes, 10% de la population active. Je ne dis pas que c'est à cause du numérique, mais je dis que c'est peut-être, alors certes il y a la méditation qui est importante, qu'on peut faire tous les matins, mais il y a aussi peut-être la question qu'il faut se poser, est-ce que je suis si fondamental que ça à mon entreprise? Est-ce que pendant le week-end c'est si important que ça de bosser? Est-ce que pendant mes vacances, je dois véritablement lire mes mails? Mais encore une fois, la responsabilité de Bob, c'est certes d'envoyer des mails, mais aussi de ne pas dire à ses collaborateurs, les mails,
c'est de telle heure à telle heure, c'est pendant les vacances qu'on arrête, et de mettre en place des règles et d'échanger pour avoir encore une fois des règles communes de fonctionnement. 0h30, Bob essaye de dormir. Il essaye parce qu'il n'a eu aucun moment de détente. Aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont réveillées ce matin, en théorie, 25% d'entre vous êtes fatigués ou avez l'impression de ne pas être reposés. 25%. Ce qui est quand même un chiffre assez énorme. Mais la réalité de la journée de Bob, c'est comment voulez-vous qu'il s'endorme immédiatement. Petite technique donnée par le Dalai Lama, toujours s'endormir en ayant une pensée d'un truc positif qui s'est passé dans la journée. Ça peut être, alors parfois on a des journées de merde et ça va être le soir de la boulangère ou du boucher. Il n'y aura que ça, il faudra se concentrer là-dessus. Mais au lieu de penser à la réunion du lendemain, qui est stressante, ou à l'engueulade du matin, qui a été stressante aussi, s'endormir avec un truc positif, ça aide. Mais ce qui aide encore plus, c'est de réfléchir à ces journées et se dire à quel moment je ne travaille pas. Du snooze, tous les snoozers, vous commencez à travailler au moment où votre téléphone sonne, littéralement. Et Bob, il a travaillé toute la journée. Donc il faut se poser cette question, parce que si on revient à l'introduction, la notion de bien-être au travail, c'est ça, c'est de se poser la question à quel moment je pense littéralement à moi, et que à moi, pas à mon entreprise. Parce que ce qu'imaginait Bob, et ça c'est pas truqué, c'était ça, c'était de passer de la photo de gauche à la photo de droite, c'est Tom Cruise. Ouais, ça nous laisse de l'espoir, je sais. Et en fait, ce que ça a été, c'est ça. Lui, il est passé de ça à ça. En entrant en start-up, alors qu'il pensait que c'était son entreprise qui allait véritablement changer tout son bien-être, il n'a rien changé. Parce que certes, son entreprise était peut-être plus bienveillante, mais lui-même, dans ses comportements, n'a rien fait. On est acteur en permanence, de notre bien-être et de la bienveillance qu'on va pouvoir faire évoluer. La conclusion, elle est là. Elle est qu'on peut avoir plein de théories, on peut dire plein de choses, sortir énormément de choses, en vouloir à nos entreprises, en disant il y a trop de pression, les objectifs sont trop durs, etc., etc. Ok, tout ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde qui n'est pas particulièrement détendant. Mais la réalité, c'est qu'on a plein d'éléments dans notre journée où on peut améliorer notre bien-être. Et au même titre qu'un accouchement, il y a la péridurale, petit à petit, construire nos petites péridurales à nous qui vont faire qu'on sera de mieux en mieux chaque jour et qu'on kiffera de plus en plus notre travail. Voilà. Je vous remercie mille fois. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous avez oublié de nous dire qu'entre 12h30 et 1h, il y avait un quiz. Ah, il y a un quiz. Comme je savais qu'on retenait que 50%. Ah mince. J'ai fait des notes. Bon. Est-ce que vous en avez plus? Bon, je vous fais un récap. Alors, on n'entend pas. Si jamais vous avez besoin de revoir, je viens de sortir un livre il y a une semaine qui s'appelle Mon boss est nul, mais je le soigne. Il sera disponible en version numérique bientôt. Voilà, et aussi, je vous invite à lire aussi, il y a beaucoup d'articles qui sont sur LinkedIn, où en fait on donne des idées et des conseils de bien-être. Et voilà comment appliquer concrètement ces petits conseils, pourquoi il faut arrêter à 19h son portable éteint jusqu'au lendemain matin, etc. Beaucoup de conseils comme ça que je vous invite vraiment à lire. Et j'aurai une question tout à l'heure pour vous, que je vais vous poser maintenant, de manière à ce Pour que que je puisse vous... réfléchir. Voilà. Pour votre bien-être. Est-ce que vous pouvez parler à haute voix, s'il vous plaît? Plus fort? On n'entend pas. Au micro, c'est plus simple. En fait, votre exposé m'a inspiré quelques réflexions. La blague, je ne répéterai pas parce que personne n'a rigolé. Bon. En fait, est-ce que... J'ai bien aimé quand la génération Y et Z disent « je foot à 18h30 », c'est un peu dire « je te dois rien ». En fait, quand l'entreprise... Qu'est-ce qui a changé en fait dans les entreprises entre les entreprises à qui on devait tout, on devait l'emploi à vie, et les entreprises qui n'hésitent pas dans une période de crise à vous foutre dehors et en 5 minutes, même dans les pays anglo-saxons. Donc ça fait naître quelque part des nouvelles pratiques de « je ne te dois rien, je me dois ma propre réussite, je me dois mon effort pour être intéressant et pour que toi tu souhaites me garder, donc j'ai le droit de te dire je me casse à 18h30 si je veux, si j'ai fou. » Mais là, est-ce que maintenant la bienveillance en entreprise, est-ce qu'elle est réellement spontanée? Est-ce qu'il y a une remise en question et une prise de conscience de ces nouvelles, de cette révolte quelque part, de la révolution Z? Ou est-ce qu'ils vont réussir
avec cette manière d'apporter la bienveillance et le bien-être. Parce que de ce que j'ai entendu, c'est les entreprises se rendent compte qu'il leur échappe, donc ils vont quelque part essayer de trouver des techniques pour les retenir. C'est pas quelque chose de réel. Mais si vous allez à la machine à café, s'il vous plaît, pour écouter ce qu'ils pensent, etc. et tout. En fait, c'est un peu de l'espionnage, où on va vous obliger, parce qu'il faut être social, donc on va vous obliger à manger avec des collègues. Vous avez peut-être pas envie, vous avez peut-être envie juste de manger tout seul, ou avec votre mari, ou avec votre meilleur ami. Mais on va vous obliger à socialiser, à communiquer, et on va vous dire que c'est pour votre bien-être, c'est pour votre créativité. Est-ce que c'est réel et est-ce que vous pensez que ça va apporter des fruits? Ou est-ce qu'il vaut mieux un minimum d'hypocrisie pour que tout le monde se sente bien? Un peu dans le modèle parfois anglais, où quand on vous dit please, when you'll get the chance, could you do this? Et on sait que c'est dans 5 minutes. Est-ce que ça apporte plus de bien-être? Réellement. Donc je ne sais pas si nous-mêmes, hypocritement, on pourrait en Tunisie arriver à être bienveillant. Est-ce que ça existe, la bienveillance en entreprise? Kerim Bey, parce que maintenant je vais introduire Kerim Bey, qui est en fait consultant, dirigeant et fondateur d'une entreprise de consulting qui s'appelle Inceptio. Il est un peu le psychanalyste des entreprises. Il les analyse de manière systémique, il analyse leurs problématiques. Il essaye en fait, à travers son coaching et le leadership qu'il apporte aux dirigeants, de faire en sorte que ces dirigeants-là puissent réformer leurs entreprises et les mener, dit-il, à garder, il va nous expliquer comment, à garder leur position de numéro 1 ou à le devenir. Donc, c'est certainement celui qui a conseillé GE, non? Parce que, bah oui, General Electric, c'est sa vision, être numéro 1 ou le rester dans tous les business où j'en c'est sûrement. Donc je vous laisse nous expliquer comment vous faites et comment ça se passe. Ça serait intéressant de savoir où est-ce qu'on est, la bienveillance et ce management par le bien-être en entreprise en Tunisie. Est-ce que ça existe? Et sinon, comment le développer? D'accord. Bonsoir. Avec ou sans micro? Avec. Avec? Avec. Sans? Avec, oui, avec, c'est mieux. Hein. Je crois que je peux rester assis. Hein, sinon, il est baladeur. D'accord. Là, il bouge. Bon, je vais me lever alors. Je vais aborder la question de la bienveillance en entreprise en vous faisant vivre un vie-ma-vie de qu'est-ce qui m'arrive quand je vais voir une entreprise. Et si vous pouvez me passer mes slides à moi, ou je trouve que c'est bon, c'est pas. Tu vises le mur carré. Non, c'est pas ça. Avec le petit bouton, le dernier petit bouton en bas. Voilà. Et tu vises. Ah voilà. Alors je vous explique un peu, et je vais aborder la bienveillance en commençant par être malveillant. Et je m'explique pourquoi. Moi en général, les gens qui m'appellent, c'est les dirigeants de l'entreprise. C'est le premier responsable. Et quand il m'appelle, en fait, il a un peu cette allure. Et il me dit, moi je suis le bienveillant par excellence. Mais il y a un souci. C'est que les gens l'interprètent mal. Et c'est que ce gars-là, il ne sait pas reconnaître que je suis bienveillant. Parce que c'est pas des dents de requin que j'ai. C'est vraiment de la bienveillance, mais ils n'arrivent pas à voir ça. Donc quand je vais lui parler, il va me décrire la situation, comme quoi, écoute, le problème c'est les autres. Hein. C'est toujours eux qui vont pas bien, c'est mes managers qui sont incompétents, et du coup, je vous sollicite pour booster un peu les compétences de ces managers, hein, parce qu'il y en a marre un peu d'être dans cet état d'esprit de moi bienveillant et personne ne le voit. D'accord, je prends la mission, je dis, vous êtes le boss, hein, après tout, vous savez de quoi vous parlez mieux que moi, c'est votre entreprise, est-ce que vous me permettez d'aller voir vos managers? Parce que ça fait partie de mon diagnostic. Je vais voir les managers, et je parle aux managers, et là, je découvre une autre vérité. Et la vérité, c'est... le dirigeant dit que c'est les autres qui sont incompétents, les managers disent c'est le boss qui est incompétent. Et moi, je commence à être un peu embêté. Parce que je ne sais plus qui a tort et qui a raison. Parce que la plupart des managers me disent, si jamais vous me mettez à la place du leader, si jamais vous me mettez à la place du boss, tu verras que l'entreprise marchera mieux. Ah, d'accord. Messieurs les managers, est-ce que vous me donnez accès à vos collaborateurs? Je vais trouver plus de détails là-dessus.
Peut-être qu'en parlant à ces gens-là, je vais peut-être comprendre l'origine du problème. Donc si le boss dit que c'est le manager est problématique, si le manager dit que c'est le boss qui est problématique, peut-être la vérité viendra des collaborateurs. Et je m'ouvre la porte des collaborateurs, et heureusement que les entreprises me suivent dans ça, je peux être assez convaincant si je veux. Et là, les collaborateurs me disent que tout ce beau monde est incompétent. Voilà. Tout le monde est tous. Le manager est incapable. Alors le leader, il ne sait même pas ce qui se passe. Il joue la plupart du temps au golf. Il est complètement déconnecté de nous. Je te cible pas, hein, je te connais même pas, moi. Mais ça prouve que tu as un copain qui a une vraie balance, hein, en même temps. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Et je reste un peu perplexe. Dans ça, c'est une attitude, c'est vrai que c'est un peu de la caricature, mais en général, on est beaucoup plus confortable à rejeter la faute sur les autres. Et tout le monde se voit être meilleur manager, tout le monde se voit être meilleur manager que son patron. Être à la place de son patron, c'est quelque chose qui est complètement évident. Et surtout avec l'avènement des nouvelles générations aussi. Enfin, on a vu un gap culturel avec l'avènement de fin Y et début Z, on est encore en fin Y, où les gens sans faire, les nouvelles recrues sans faire, disent qu'ils sont capables de tout faire. Est-ce que ça vous parle, ça ou pas? Oui. Et donc, si vous me recrutez, c'est pour révolutionner l'entreprise. Et si vous ne laissez pas le loisir de le faire, c'est que vous ne comprenez rien. Parce que nous détenons la vérité. Et ce conflit est perpétuel. On continue à jouer un peu au phénomène de la patate chaude. Donc moi, quand je vois le dirigeant, quand je vois le manager qui se plaint du dirigeant, quand je vois le dirigeant qui se plaint des managers, et quand je vois les collaborateurs qui se foutent de la gueule de tout le monde, je dis comment on peut intervenir pour réguler tout ça? Quelle serait la solution? Est-ce que je vais être porte-parole du dirigeant en disant oui, vos managers sont incompétents, on va travailler là-dessus? Je pourrais le faire, et ça me permettrait de gagner beaucoup de fric d'ailleurs là-dessus. Parce que caresser le boss dans le sens du poil, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup de cash. Mais ça pose un problème d'éthique. Et le problème d'éthique, c'est la première chose que je dis à mes clients, c'est je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour vous être utile. Et même si vous me payez, en fait, mon client, c'est votre entreprise, c'est pas vous. Et sur cette base-là, il va falloir d'abord qu'on comprenne l'origine de ce manque de confiance, parce que là, c'est de la malveillance généralisée. Comment faire pour sortir un peu de ce contexte négatif, où tout le monde se rejette la faute? Et là, on bascule direct en plein sujet de la bienveillance. Mais quand on parle de bienveillance, moi, j'aimerais juste faire un petit point à clarifier, quelque chose qui est pour moi très important. C'est pas l'attitude positive, voir la vie en rose, ou être bienveillant, c'est-à-dire sourire à tout le monde, vous êtes magnifique. C'est les collaborateurs les plus beaux que j'ai jamais eus. Et commencer à jeter des fleurs un peu partout, comme ça, voilà, dans cette bonne ambiance et dans cette bonne atmosphère, on va mieux s'aimer. Ça, pour moi, c'est de la manipulation, en fait. Et la positivité à tout prix n'est pas de la bienveillance, bien au contraire. Parce qu'on est en train de se mentir sur la réalité de notre environnement. Et on sait très bien aujourd'hui en entreprise qu'il y a des conflits. On sait très bien que, vous savez, tu as parlé de ça, Gaël. Pourquoi on quitte une entreprise? C'est vrai qu'on quitte un manager, mais vous savez, il y a une enquête qui a été faite qui a sorti les 10 principales causes de démission des salariés. Salaire, plan de carrière, motivation. Le salaire, il vient en combien de positions? À quelle position? Le mal-être. 7e position. Le mal-être. Première cause de démission, Manque de confiance. reconnaissance. Je ne suis pas reconnu en tant qu'individu qui contribue à la richesse de l'entreprise. Moi ou quelqu'un d'autre, c'est exactement pareil. Je suis un numéro. Et sur cette base-là, on dit aussi qu'on quitte un manager parce que c'est le manager qui est le vis-à-vis direct de l'entreprise. C'est vrai qu'on a du mal à retenir les talents parce que la nouvelle génération est beaucoup plus mobile que l'ancienne. Mais ceci dit, on est capable de capitaliser sur leur expérience à partir du moment où on leur laisse le choix et l'opportunité de s'exprimer et de donner de la richesse à l'entreprise. Et pour ça, il va falloir que tout ce beau monde, à commencer par le président, directeur général, par le DG, les managers et aussi les collaborateurs, qu'on commence à réfléchir en termes d'une autre façon en fait. Si tout le monde se déteste, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que c'est une caricature, hein, tout le monde ne se déteste pas.
Mais si tout le monde se déteste, qu'est-ce qu'on fait? C'est que la solution ne va pas venir ni des managers, ni des collaborateurs, ni du dirigeant. Mais c'est de l'ensemble. Donc c'est au niveau de l'attitude que ça va se jouer. Et là, mon intervention, en fait, ce qui conditionne mon intervention, c'est pour ça que je dis le client, c'est l'entreprise, c'est pas le manager, c'est pas le dirigeant. Je vais commencer à réfléchir en termes de système. Parce qu'il y a des rouages dans l'entreprise. Si à un certain niveau, les collaborateurs ne font pas leur travail, et les managers se plaignent que les collaborateurs ne font pas leur travail, au lieu de régler le problème, ils sont en train de dépenser de l'énergie à se plaindre. Pareil pour le DG qui dit « Moi, mes managers, il y a un souci, ils ne prennent pas d'initiative. Si j'interviens pas, ils ne font pas les choses. » Au lieu de corriger le problème, il est en train de dépenser de l'énergie à se plaindre. Et c'est en train d'envenimer la situation et de gripper encore plus la machine. Donc comment on arrive à changer de point de vue? Et là on se rend compte que l'approche par la bienveillance, elle nous permet d'avoir un autre regard sur la situation. Même si mon boss, je mettrai entre guillemets, même si mon boss est incompétent, comment je pourrais faire à mon niveau pour qu'il soit plus compétent? Est-ce que je peux l'aider à réussir dans sa mission? Au lieu de lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il échoue, et s'il échoue lui, je vais échouer avec lui, je vais l'aider à réussir. Et là, les problèmes commencent. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est j'ai des bonnes idées. Mais pire que ça, on se les approprie. Et on grimpe avec. Donc du coup, d'autres personnes sont en train de bénéficier de mes idées. Est-ce que ça vous parle, ça? Ouais. Ouais. Donc du coup, il vaut mieux que je garde mes idées. Mais le problème, c'est qu'on est 10 ou 20 collaborateurs dans l'entreprise, et si chacun a une idée et qu'il la garde pour lui, personne ne va pouvoir en bénéficier. On est d'accord? Si je raisonne systémique, si j'insuffle une autre façon de voir dans l'état d'esprit des personnes, en disant à ces gens-là, que vous soyez porteur de l'idée ou pas, le système va s'améliorer grâce à votre idée. Et vous vivez où? Votre quotidien, il se passe où? Dans le système ou pas? Donc vous allez pouvoir bénéficier de cette amélioration. Et si les 10 personnes améliorent à leur niveau l'entreprise, tout le monde va pouvoir bénéficier des 10 améliorations. Et dans ce cas-là, si à mon niveau je peux aider mon manager à devenir plus efficace, je le ferai. Si à mon niveau de manager je peux aider mon dirigeant à devenir plus efficace, je le ferai. Et la responsabilité n'est plus descendante. Ce n'est plus dans un système où on attend que les autres se corrigent pour nous corriger, mais c'est chacun à son niveau intervient pour rendre le système plus efficace. Donc c'est vraiment une autre posture qu'on adopte. Et la posture de être utile aux autres plutôt que vouloir se donner de l'importance. Et la citation qui m'a interpellé, qui continue toujours à me parler, c'est ce que Winston Churchill a dit, c'est prendre la responsabilité de sa vie, en fait. Dans l'entreprise, on est responsable de l'environnement qu'on crée. Parce que si j'ai une mauvaise perception de vous, ça va altérer ma communication et ma relation avec vous au quotidien. Mais d'où je tiens cette perception? C'est elle ou c'est chez moi? C'est moi qui ai donné ce pouvoir à cette personne-là de m'embêter. Je parle pas de vous. Hein. J'ai compris. C'est vrai? Mais si, je parle de vous. Mais... donc prendre la responsabilité de sa vie, c'est sortir un peu de ce mood où je me plains tout le temps de ce qui ne marche pas et commencer à valoriser dans l'entreprise ce qui marche, ce qui fonctionne. Ça, c'est être positif mais en étant réaliste. Le réalisme va m'amener à prendre des décisions, à faire des choix qui vont aller dans le sens de j'assume les responsabilités des relations que j'ai avec les autres. Si ça marche mal avec mon manager, c'est pas la faute de mon manager. C'est la faute des deux. Donc, à la limite, je pourrais faire, moi, le premier pas et inviter mon manager aussi à faire le pas de son côté. En ayant cette attitude bienveillante. Parce que si les gens se comportent mal, c'est qu'à la base, ils manquent de considération humaine. Ils veulent avoir une forme de reconnaissance. Si vous leur donnez la reconnaissance d'une manière positive, ils vont la prendre. Si vous ne la donnez pas, ils vont la prendre d'une manière négative. En devenant le leader ou le boss autoritaire, en devenant le collaborateur qui retient de l'information, en devenant le collaborateur qui retarde aussi certaines échéances pour entraver le projet. Pourquoi? Parce que faisant ça, il aura une certaine forme de reconnaissance, mais négative. Au moins j'existe. J'emmerde le monde, mais j'existe. C'est une façon d'exister. L'autre alternative serait de booster et de nourrir les besoins psychologiques des personnes pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et si on prend la responsabilité du comportement de l'autre,
on se rend compte qu'en changeant de comportement avec l'autre, on va induire chez l'autre un autre type de comportement aussi, qui ira dans le sens de consolider le collectif, de rendre l'entreprise plus bienveillante envers tout le monde, parce que notre intérêt devient l'entreprise plus efficace, l'entreprise où il fait bon vivre. Et c'est vraiment la responsabilité de tout le monde ici. Sinon, je peux décider de juste partir ailleurs, et vous savez, la fameuse citation, on dit « l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs ». Parce que j'embarque avec moi mes a priori, j'embarque avec moi ma façon de voir le monde, et l'entreprise que je vais intégrer, je vais continuer à critiquer parce que c'est à quoi j'ai été habitué. Donc au lieu de changer d'entreprise, changez d'attitude d'abord. Et essayez à votre niveau, dans l'entreprise où vous êtes, dans l'équipe que vous êtes, essayez avec les mêmes données, les mêmes cartes, avoir des résultats différents. Comment? En voyant la situation non plus comme une menace, mais comme une opportunité de développement. Moi on m'a dit... beaucoup de gens me disent « j'ai la chance de tomber sur un bon manager ». Je dis « c'est de la malchance ». C'est vrai, vous êtes malchanceux. Non, il va vous rassurer, il va tellement vous rassurer que vous allez vous sentir waouh, dans un cocon, mais le lendemain, vous allez vous retrouver avec un autre manager qui va vous casser. Et là, vous allez être nostalgique du passé. Moi, je dis les meilleurs managers, c'est les pires managers. Ceux que vous êtes censés adorer, c'est ceux qui vous poussent au-delà de vos retranchements. Parce que si vous vous habituez à travailler avec ce genre de profil, vous êtes libéré. Et quand un bon manager arrivera, vous saurez l'apprécier aussi à sa juste valeur. Ma responsabilité, c'est d'apprendre à travailler avec n'importe quel type de profil. Parce qu'au final, ce qui m'unit à vous, c'est un objectif qu'on veut atteindre ensemble. Qui le fait, ou qui fait le plus d'efforts, ou pourquoi j'aurais à changer, pourquoi c'est pas toi qui change? C'est des faux problèmes. Pourquoi? Parce qu'on rejette la responsabilité de nos vies et on la donne aux autres. Donc pour moi, message bienveillant, c'est assumer la responsabilité de vos vies. Chacun à son niveau. C'est ni la faute du manager, ni la faute du collaborateur. C'est juste un switch au niveau du point de vue et un switch au niveau de la perspective. C'est du positivisme? Non, c'est du réalisme. Parce qu'au final, si vous êtes en train de critiquer le système, c'est que vous n'êtes pas en train d'avancer. Et je finis, hein, c'est pas plus long que ça. Voilà. Quoi? Merci, rien. Merci. La bienveillance. Merci Kérim. De rien. Bon, donc on retrouve en fait la responsabilité, l'autonomie, la générosité. Le fait que finalement, en fait, au lieu d'utiliser les gens comme des fouloirs ou comme bouc émissaire, il faut assumer la responsabilité de sa vie. Et en fait, ces choses-là, c'est en gros quand on personnifie, on vise une personne comme étant la cause de nos problèmes, on tombe dans la haine. Mais quand on vise une cause d'un problème, on peut rentrer dans l'engagement pour pouvoir changer un système. Est-ce que vous pensez que vous devriez vraiment limiter vos conseils aux entreprises? Il y a d'autres groupes qui ont besoin de ce genre de conseils en Tunisie, je vous conseille de les approcher. Avant ça, je vais... avant d'écouter Gaël s'il veut répondre ou à la question juste d'introduction que j'avais lancée, je vous invite à vivement participer au débat et à nous poser beaucoup de questions de manière à ce que, ou à échanger sur vos expériences, de manière à ce que ce soit riche et bienveillant. Alors, si je me rappelle bien, la question, c'était est-ce que finalement, changer ce comportement, c'est pas une forme de manipulation? Est-ce que dans les entreprises, de la part des entreprises. En fait, moi, je compare la relation d'un individu à l'entreprise, je vais en faire hurler certains, à la relation de couple que l'on a au quotidien. On passe plus de temps dans nos entreprises qu'avec nos épouses ou nos maris. Je suis désolé, une relation de couple, ça vous est jamais arrivé, vous, quand il y a un truc désagréable, de dire « c'est pas très grave ». Finalement, vous dire parce que c'est pas très grave. Ou alors, à d'autres moments, de changer votre comportement parce que vous estimez, comme nous disait Karim, que ouais, c'est peut-être moi le problème, c'est peut-être moi qui dois changer. Est-ce que c'est de la manipulation? Non, c'est juste de s'adapter à un environnement pour faire que cet environnement soit bien. Dans un couple, on s'engueule. C'est plutôt cool si ça construit, c'est pas cool si ça détruit. Donc tout ça n'est pas de la manipulation, on se dit, ok,
je dois vivre avec cette personne parce que je me suis engagé pour X raisons, qu'elle soit éthique, morale, religieuse, peu importe, je me suis engagé. Au même titre, quand on est avec une entreprise, moi ce que je rappelle toujours aux gens, quand on est avec une entreprise, on est engagé. Le jour où cet engagement, on estime qu'il vaut rien, soit on se dit je vais changer mon comportement, mon entreprise va me suggérer qu'il faut que je change mon comportement, soit je me bats, comme une vie de couple. C'est de la génération Z. Oui, tout à fait, ça se voit. Alors, je vous invite du coup à poser vos questions. Le micro va circuler dans la salle. Et vos questions? Non, moi pardon. C'est extrêmement intéressant tout ce que vous avez dit, mais j'ai l'impression que vous raisonnez toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que vous ne tenez pas compte du niveau de compétence des collaborateurs, qui peuvent être variables. Vous ne tenez pas compte aussi de, si vous en avez parlé Gaël, un peu des résultats ou des objectifs, donc comme si tout était flat, donc, et que c'était toujours la faute du boss de toutes les manières. Mais le stress in fine, repose fondamentalement sur le boss aussi, puisqu'il a quand même des comptes à rendre lui aussi. Il y a toujours quelqu'un au-dessus du boss. Il y a un conseil d'administration, puis au-dessus du conseil, il y a l'assemblée générale, et puis il y a les actionnaires. Donc le boss dans tout ça, il fait quoi? Comme disait Karim, si ça ne vient pas de tout en haut, c'est mort. Il faut que cette démarche vienne de tout en haut, sinon c'est mort. J'ai refusé une mission un jour, un groupe où on me disait la déconnexion numérique c'est important. Ah pardon. Je bossais pour un groupe qui disait la déconnexion numérique c'est important, ok, on voudrait que vous travailliez. Je dis il faut impérativement commencer par votre comité exécutif. Ah non, ils ne peuvent pas être concernés. Comment ça ils ne peuvent pas? Parce que si le comité exécutif continue à envoyer des mails pendant les vacances, pendant les week-ends, le soir, bah forcément les N-1 vont répercuter sur les N-2, les N-3, etc., etc. Si ça ne vient pas par en haut, enfin je ne sais pas ce que tu en penses Karim, mais pour moi si tout en haut il n'y a pas cette volonté, ça ne sert même à rien de commencer. Et il y a un chiffre que je n'ai pas dit qui est hyper important, c'est une étude je crois que c'est Berkeley qui a fait ça, 10 à 25% de l'efficacité d'un individu est due à son bien-être psychologique. C'est-à-dire que potentiellement une entreprise malveillante se prive de 10 à 25% de l'efficacité de ses collaborateurs. Et oui, pour moi, tout vient d'en haut. Pour aller dans le sens de la question, est-ce que toute la responsabilité doit être portée par le manager? Et au final, est-ce qu'on est en train d'évaluer, comme vous dites, le niveau de compétence des collaborateurs? Dans l'entreprise, ce qu'on dit, ça peut être admis comme une vérité, c'est les entreprises sont victimes des mots MAUX de leurs dirigeants. Et il y a un phénomène de cascade qui s'opère. Il y a un phénomène de cascade. Moi, on m'appelle souvent sur des missions, on me dit il faudrait que tu interviennes sur le corps social. Je peux intervenir en tant qu'organisme extérieur, mais réellement, après le passage de la mission, les choses vont revenir exactement où elles étaient parce que le caractère de l'entreprise fait qu'il y a ce genre de comportements qui reviennent. Le manager, ne se sentant pas épanoui à faire son job, ne va pas aussi donner suffisamment d'encadrement à faire monter en compétence ses collaborateurs. Et c'est beaucoup plus facile de dire, mais le niveau de collaborateur n'est pas au top. Donc il y a un problème au niveau du recrutement. Donc dans ce cas-là, remettre en question la stratégie RH, la façon d'aborder les compétences, et ainsi de suite. Ce qu'on ne comprend pas, ou ce qu'on comprend peut-être mal, c'est on ne vise pas l'entreprise parfaite où tout le monde est à la bonne place. On vise plutôt un haut pourcentage de gens qui soient engagés. C'est comme exactement, si je prenais l'exemple du monde animal, enfin des insectes, c'est la fourmilière. Dans une fourmilière, il y a un pourcentage de la population des fourmis qui est complètement inactif. C'est des oisifs, c'est des fourmis oisives. Je crois que c'est de l'ordre de 3 à 5% de la population d'une fourmilière qui font rien. Ils sont juste en train de bénéficier de l'effort de reste des fourmis. Oui, c'est des fourmis oisives. C'est une population de fourmis qui fait rien, qui est juste en train de marcher là. C'est des japonaises. Et là, ce qu'on comprend, c'est si moi, en tant que manager, j'ai 10 collaborateurs dans l'équipe, et si j'arrive à booster les compétences de 5 collaborateurs, demain, je pourrais booster le 6e, je suis en train de gagner du terrain sur la compétence. Mais c'est beaucoup plus facile de rester plongé dans l'opérationnel et de moins accorder de temps à la montée en compétence des collaborateurs, en se disant que c'est aux collaborateurs de faire l'effort.
C'est vrai que tout le monde n'est pas égal en matière de compétences, et aussi c'est ma part de responsabilité en tant que manager, de savoir quel est le niveau maximum de compétences que cette personne peut atteindre. Ce qui est un principe RH qui s'appelle le principe de Peter, qui dit que tout le monde a tendance à évoluer vers sa zone d'incompétence. Enfin, tu montes, à un certain moment, tu es complètement hors du cadre. Donc si moi, en tant que manager, je ne prends pas la peine de mesurer aussi jusqu'à quel point le collaborateur peut évoluer, je ne suis pas en train d'être bienveillant avec lui, parce qu'à un certain moment, je vais le mettre dans un contexte où il sera en échec. Et quand il est en échec, je vais perdre en compétence globale de l'équipe. Oui, la responsabilité est beaucoup plus portée sur le management, parce que c'est à travers le management qu'on corrige la structure, et plus on a une implication de la direction générale, et plus les changements sont cascadés facilement. Après, les autres approches qui disent, prenons l'exemple du collaborateur, travaillant sur le collaborateur, et c'est grâce à lui que va venir le changement, ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus délicat, parce que le management impose un style de conduite. Ça répond à votre question? Excellent. J'adressais cette partie, justement. Il y a d'autres parties. En fait, une fois, j'ai eu une remarque d'un de mes collaborateurs qui m'a dit « Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une progression verticale, de monter en responsabilité et en poste, en hiérarchie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution horizontale. » Alors, je dis « Qu'est-ce que ça veut dire, l'évolution horizontale? J'ai pas compris. Je veux rester à mon poste, mais je veux que mon salaire augmente. » Donc là, en fait, on se dit « D'accord, mais... est-ce que tu sais que ton salaire peut augmenter si tu prends en responsabilité? Parce que, voilà, il faut que tu fasses de nouvelles choses, il faut que tu crées de la valeur, etc., dans l'entreprise, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, parfois, on n'arrive pas à transmettre le bonheur qu'apporte le changement et la croissance, l'accroissement d'être. C'est-à-dire que, en fait, on n'arrive pas à transmettre que l'effort, ou sortir de sa zone de confort, on n'arrive pas à transmettre que ce que ça apporte comme bonheur, une fois qu'on se retourne et qu'on voit ce qu'on a accompli, ce qu'on a été capable de faire, et ce que ça apporte comme libération. Parce que c'est souvent perçu comme étant juste une contrainte de faire l'effort, et parce que je dois faire l'effort et j'ai pas le choix. Et comment arriver à transmettre ce plaisir qu'on atteint en fait quand on croit. Voilà. Mais il y a une question là de ma présidente. Merci Em. En fait, moi j'ai un partage et une question en fait. Le partage, c'est que, en fait, moi j'ai testé pour vous le management bienveillant. Par la bienveillance, en tout cas c'est quelque chose que je fais, peut-être spontanément, parce que je pense avec mes équipes, je suis assez bienveillante. Après, c'est à définir, mais c'est quelque chose que dans l'entreprise, j'ai mis comme valeur, en fait, si vous voulez. Vraiment, c'est être bienveillant avec les équipes et que les équipes soient bienveillantes entre eux. Ça, c'est quelque chose d'important. En tout cas, c'est une valeur qu'on partage au sein de l'entreprise. Donc on a une quinzaine de personnes sur 2 agences physiquement, donc sur 3 agences, donc physiquement séparées, mais il y a vraiment ça, donc on le vit comme réellement un vrai, comme une valeur, voilà. Et donc ça, en termes de productivité, ça se fait spontanément, donc en fait c'est pas hypocrite ou c'est pas, je pense que les personnes qui se sont pas reconnues dans cette valeur ne restent pas de toute façon. Et donc du coup j'ai une équipe qui est assez stable, mais je pense qu'ils se retrouvent justement dans cette valeur fondamentale qui est la bienveillance entre nous, etc., dans le respect, dans la bienveillance, etc. Donc ça, c'est le partage. Après, moi, la question que j'ai, ou un peu c'est quelle est la limite, justement, de cette bienveillance? Le bien-être de ses collaborateurs, est-ce qu'il en dépend? Est-ce qu'il est lié? Est-ce que ça les inhibe parfois? Parce que, bon, être bienveillant, c'est bien, hein. Enfin, je gueule aussi, hein. Parfois, c'est vrai que, bon, quand je gueule, c'est que, voilà, bienveillante comme je suis, ils savent que c'est assez légitime. Mais en tout cas, c'est quoi la limite, en tout cas, entre le bien-être justement de ses collaborateurs et la bienveillance, qui est un risque justement de garder ça, justement, et de perdre peut-être des collaborateurs ou des talents, des compétences qui ne se retrouvent pas dans cette valeur. Voilà. Alors, pardon, c'est ton mari qui fait le clown. Je parle avec les équipes. Enfin, il dit que t'es pas aussi bienveillante que ça, mais après on en discutera dehors. Ouais. Tu peux répéter la question? Tu dors dehors ce soir.
Alors pour répondre à votre question, est-ce que être bienveillant, ça veut dire ne pas gueuler? Déjà. Je peux exprimer un désaccord sans pour autant gueuler. Voilà, l'idée c'est, des fois dans l'entreprise, on est en désaccord profond sur certains principes, sur des valeurs qu'on ne partage pas forcément. Et la bienveillance, pour moi, la limite serait qu'un individu essaye d'imposer des valeurs individuelles, ses valeurs individuelles, à un collectif. C'est une personne qui veut décider des règles qui gèrent un collectif. Et là, à un certain moment, si on garde cette personne, si on tolère cette personne, et ce qui arrive souvent, c'est on tolère ce genre de personnes quand ils ont un certain talent particulier, un don particulier. On pardonne souvent au génie, en fait. Mais le génie, enfin la personne qui est douée ou qui détient une certaine compétence, elle va vouloir imposer son style de faire, sa façon de faire. Et là, pour moi, ça risque de déstabiliser l'harmonie du système. Donc la limite de la bienveillance s'arrêterait quand une valeur individuelle veut se substituer à une valeur collective. Si on est un collectif, c'est parce qu'on partage des valeurs communes. Et la limite doit s'arrêter, la limite c'est, si tu es en dehors de ça, c'est que tu ne veux plus faire partie du groupe. Et dans ce cas-là, sans gueuler, je dirais, on est juste d'accord de ne pas être d'accord et dans la bonne humeur. Tu as le droit d'avoir tes valeurs, j'ai le droit d'avoir les miens, on partage ensemble des valeurs communes, c'est pas ce que vous attendez, peut-être que vous serez mieux ailleurs. Ça aussi c'est de la bienveillance parce que je ne vais pas imposer une façon de faire à une personne. Je ne peux pas me substituer à ses valeurs, ça doit être un choix personnel. Et si jamais il ne partage pas ni la vision ni le point de vue, à un certain moment, peut-être qu'il va trouver bonheur ailleurs, et peut-être que je pourrais même l'aider à aller dans ce sens. Pour moi, la stabilité du groupe prime sur le confort individuel. Être bienveillant, ça ne veut pas dire plaire à tout le monde non plus. Ça répond à... Gaël, tu veux enchaîner? Tu veux que je rajoute? Vas-y. On a une question. C'est rare parce que les mecs dissipés en général ils sont pratique la bienveillance présentée donc par Kelly avec Bob. Ça j'aimerais bien savoir. Qui répond, Kelly ou... Ah bah ça doit être Bob qui répond. Il me semble qu'il faut avoir des règles communes, et aujourd'hui les règles communes que je vous ai montrées là, elles sont absolument catastrophiques et basées sur des individualités. Le groupe n'a strictement aucune importance, et qu'à partir du moment où quelqu'un va dire on va changer les modes de comportement, littéralement, qu'on va se poser la question sur est-ce que ce mode, c'est très archétypique tout ce que j'ai montré. Jen qui se met à hurler parce qu'elle n'est pas contente, je rejoins ce que tu disais, c'est on peut être pas d'accord, mais la forme a du sens. Et la forme, on l'oublie souvent en entreprise, on se dit souvent, mais attends, ouais, parfois je pète un câble. Ben non, tu pètes jamais un câble. C'est interdit. C'est hurler sur quelqu'un, ça ne se fait pas. Et vous regardez, j'aime bien aussi les comparaisons animales. Entre un pitbull et un chihuahua, c'est pas celui qu'on croit qui hurle le plus. C'est plus le chihuahua que le pitbull. Donc cette espèce, il faut casser tous ces codes-là et revenir à quelque chose qui est profondément orienté vers l'intérêt de l'entreprise. Et l'intérêt de l'entreprise, c'est pas que ça hurle, c'est que ça travaille, c'est que les gens soient heureux, se barrent pas, aillent pas voir ailleurs. Parce qu'on est sur la notion, je crois, on est passé 2 fois de suite très rapidement sur la notion d'engagement. C'est comme dans la vie perso. C'est en amitié ou en amour, on s'engage quand on est bien. Alors, en entreprise, à mon sens, c'est exactement pareil. Maintenant il devient Fayot. Ah oui, mais putain, tu vas être terrible dans les petites classes en fait. En fait, je voulais savoir qu'en est-il des spécificités culturelles entre un japonais, un sud-africain, un brésilien, un américain. Il y a quand même des spécificités culturelles. Ce que vous nous avez montré, c'était est-ce que c'était un modèle qui était vraiment appliqué à la société occidentale française. Voilà, je voulais savoir un peu plus sur le... C'est vrai que moi j'interviens essentiellement en France et sur des groupes internationaux. J'ai cette espèce alors peut-être je suis universaliste ou je sais pas, mais cette espèce de sentiment qu'il n'y a aucune culture où on aime se faire fracasser la gueule par son patron. Je sais qu'ensuite le mode relationnel au Japon est très légèrement différent. Je ne sais pas si cette conférence je pourrais la faire au Japon en tout. Et c'est pour ça qu'il y a 2-3 fois que je ne connais pas certaines spécificités de la vie en entreprise à Tunis. Donc forcément, je sais que je suis un peu décalé. J'ai dû dire des trucs qui vous sont semblés parfois
culturellement non applicables. Mais in fine, je pense que, et là si on en pâtit suffisamment dans le monde, là en l'occurrence global, si on sort du monde de l'entreprise, on souffre énormément de se dire, parce que tu as voté ça, t'es ça, parce que tu as telle couleur de peau, t'es comme ça, parce que tu as telle culture, t'es comme ça. Je pense que l'entreprise c'est pareil. Je pense que fondamentalement, on est tous des êtres humains avec les mêmes appétences, avec des petits fine-tuning peut-être de temps en temps, mais l'image globale, je pense qu'elle ne doit pas tellement différer. Si je peux apporter un complément à la réponse de Gaël, ayant accompagné beaucoup d'entreprises, je dirais que le phénomène culturel, c'est pas une question de nationalité, c'est aussi une question d'entreprise. Parce que chaque entreprise a sa culture particulière. Et c'est là où peut-être que je vais un peu rebondir sur ce que vous avez, votre interrogation tout à l'heure, c'est ce qu'on peut appliquer la même démarche partout, c'est pas du standard. Ce qu'on fait à la base, c'est des diagnostics spécifiques pour sortir un peu le caractère de l'entreprise, parce que l'entreprise c'est un être vivant à part entière. Et c'est pas les gens qui la constituent qui constituent ce caractère, c'est une entité qui est à part. Là, dans mon raisonnement, c'est de la systémie. Dans la systémie, on nous dit il faut avant tout identifier le caractère de l'entreprise pour savoir qu'est-ce qui peut se greffer dedans et qu'est-ce qui sera systématiquement rejeté. Sur cette base-là, on est capable d'adapter la façon de faire de Bob, la ramener vers une autre façon de faire qui est plus dans la bienveillance, en tenant en compte de la culture de l'entreprise, qui est en général celle de ses pères fondateurs. J'ai assisté à j'ai accompagné des entreprises où le fondateur ayant disparu depuis pas mal de temps, sa façon de faire est restée ancrée dans les gènes. Mais ils ne le savaient pas. Les dirigeants nouveaux ne savaient pas qu'ils étaient en train de reproduire le même scénario. Et effectivement, ils étaient en train d'avoir aussi les mêmes effets observés, c'est-à-dire une démobilisation des troupes, moins d'esprit d'initiative, moins d'esprit d'appartenance. Pourquoi ? Parce que ça venait d'une approche ancestrale, d'une façon ancestrale de gérer le business en mode directif. Ils se croyaient, d'ailleurs, on utilise souvent le mot, j'entends souvent mes clients dire moi je coach mes collaborateurs. C'est un mot à la mode. Et quand je vois qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour coacher les collaborateurs, c'est ouais, tu bois c'est tôt, sinon je te fracasse la tête, tu vois, c'est une façon de coacher. Voilà, si tu veux appeler ça coaching, oui. Donc on se rend compte que chaque entreprise a ses traits de caractère spécifiques. Et donc du coup, dans l'adaptation de la démarche, on est encore plus spécifique que est-ce que c'est tunisien, est-ce que c'est français, ou est-ce que ça vient de Sousse ou de Monastir. C'est est-ce que cette entreprise est égale, en toute chose égale par ailleurs, à une autre entreprise du même domaine d'activité. Et à 99,9% des cas, c'est très différent. Voilà. Nous ne voyons pas d'autre explication. Moi j'avais une question pour Gaël. Tout à l'heure vous avez dit que vous ne croyez pas dans l'entreprise libérée. Alors que pour moi, tout ce que vous venez de dire, la bienveillance, la reconnaissance, le partage de valeurs, une vision commune, sont les bases de l'entreprise libérée. Donc pourquoi vous ne croyez pas ? Parce qu'en fait en ce moment il y a beaucoup d'articles très tarte à la crème sur l'entreprise libérée où il n'y aurait pas d'hierarchie, où finalement la décision est totalement partagée et in fine personne ne tranche. Et que, non, je vous promets qu'en ce moment l'entreprise libérée, on est sur quelque chose de... finalement la décision est collective. Ouais, mais la décision collective ne veut pas dire... Mais pour moi la décision collective est un concept qui n'existe pas. Très honnêtement, je crois qu'à un moment, revendiquer le fait que la décision soit forcément collective va faire que dans certaines situations, la décision ne sera pas prise. Google, qui a quand même créé des modes de fonctionnement par groupe de projet, vous avez toujours un chef de projet. Parce qu'à un moment, vous avez des situations... Regardez, je vais vous donner un exemple. Dans une entreprise totalement libérée où la décision est collective, on doit faire un énorme plan de licenciement parce que ça peut arriver dans la vie d'une entreprise. Décision collective. Je vous garantis que dans 90% des cas, la décision qui sera prise sera de ne pas licencier. Parce qu'à un moment, l'entreprise a aussi des décisions extrêmement dures. Et qu'à un moment, un boss, quel que soit son niveau, que ce soit un mid-manager ou un top manager, doit savoir prendre des décisions dures. Et il en devient rassurant pour ça. C'est pour ça que, oui, il y a certains éléments de l'entreprise libérée, bien sûr, que j'adore et que j'essaye de faire appliquer dans les entreprises, parce que ça me semble bien. Mais ce que je lis en ce moment comme article sur l'entreprise libérée, où finalement c'est un peu comme un camp de scout, non, comme le monde des bisounours, où tout est parfait, puis finalement,
tout le monde est créatif et tout le monde est intelligent. Et moi, je suis assez d'accord. Enfin, je vais rajouter des trucs dans ma conf parce que c'est vrai que la notion, à un moment, non, mais c'est important de dire que tout le monde n'est pas intelligent et c'est pas grave. Tout le monde n'est pas créatif et c'est pas grave. Moi, je me rappelle un de mes souvenirs professionnels qui m'a le plus marqué pour prendre conscience à quel point n'importe qui a sa place est fondamentale, c'est quand j'ai fait, avant de rentrer en école de commerce, on devait faire un stage ouvrier. J'ai été bagagiste à la SNCF en 3-8. Moi qui sortais d'une très grande prépa, j'allais rentrer dans une grande école, et je comprenais pas bien pourquoi j'allais faire ça. J'ai compris super vite. Si je me disais, ces mecs, ils font que porter des bagages. Et ça me semblait, moi qui allais faire des grandes études, un truc un peu... Et je demande à un moment, un bagagiste, j'étais en 3-8, donc forcément, honnêtement, dans une gare, à 23h30, il se passe pas grand-chose. Et on discutait, je lui dis, mais il t'intéresse ton travail? Et il me regarde, il me fait, mon travail, je l'adore, parce que si je le fais mal, je gâche les vacances des gens. J'ai l'impression de participer au bonheur des gens. Et bien là, ça m'a calmé définitivement, ça a changé toutes mes perspectives sur le travail. Et que je pense que l'entreprise libérée qui dit que tout le monde est génial, c'est une vaste connerie. Je pense qu'à un moment, il y a une forme de hiérarchie, parce qu'il faut prendre des décisions, parce qu'intellectuellement, on n'est pas tous équipés de la même manière, parce que dans certaines situations, on a besoin de créatifs, dans d'autres, on a besoin de financiers, dans d'autres, on va avoir besoin de gens qui vont décider, et que l'entreprise libérée, à mon sens, telle qu'elle est décrite aujourd'hui, nie un peu tout ça. Et ce n'est que mon opinion. Intellectuellement ou psychologiquement d'ailleurs. Parce que ça me fait intellectuellement ou psychologiquement d'ailleurs. Ça me fait penser au film 12 hommes en colère où il y a les jurés qui doivent prendre une décision sur coupable ou pas coupable. Il y a le premier qui dit coupable parce qu'il a un rendez-vous, le deuxième qui dit coupable parce que l'autre a dit coupable. Enfin, il y a plein de... Donc des fois, c'est vrai que la prise de décision collective, il faut que tout le monde soit capable de donner réellement, de pouvoir transmettre ses idées de manière apaisée et vraie. Et parce que des fois, on n'y arrive pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des faibles, dans le sens faible, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens qui n'osent pas donner leur avis, etc. Est-ce qu'on prend une mauvaise décision parce que quelqu'un qui aurait eu un autre avis n'a pas osé le donner? Je ne sais pas, c'est une question. Comment on fait? Peut-être qu'il y a d'autres manières. Il n'y a pas que la prise de décision commune dans une entreprise libérée et le management, il est toujours là. C'est juste simplement un management différent. Oui. Non, moi, c'est plus la notion de... J'ai lu beaucoup d'articles en ce moment sur l'entreprise libérée, la décision devient collective. Et ça me gêne profondément. Parce que je pense qu'à un moment, la réflexion sur la décision doit être partagée, mais in fine, dans plein de situations que j'ai vécues en 20 ans d'expérience, il y a plein de situations où s'il n'y en a pas un, je vais essayer de trouver une expression polie, qui a le courage de dire c'est ça qu'il faut faire parce que personne ne veut se mouiller, eh ben, on sort du concept d'entreprise libérée tel qu'on le décrit aujourd'hui, où c'est super, on est tous d'accord. C'est un peu ça qu'on lit. Il y a quand même un leader qui a choisi. Il y a des leaders qui sont choisis. Mais ce que je dis, c'est ce que je lis. Si je ne reconnais pas la compétence de mon manager, c'est difficile de le suivre. Donc le fait qu'on puisse choisir et que ce ne soit pas forcément l'imposition du connard de boss parce qu'il est là et de toute façon il fait ce qu'il veut, et c'est là l'enjeu, il est là. C'est le fait que les personnes aient vraiment la vision commune et qu'ils aillent vraiment vers la même direction. Je n'ai pas dit que c'est facile, je n'ai pas dit que c'est la panacée pour tous les mondes d'entreprise, mais des fois ça marche. Mais on a quand même des exemples. Honnêtement, j'en connais pas. J'en connais. Non, mais vraiment, sur de la prise de décision partagée... Oui, non, directement, je veux dire. C'est pas grave, en tout cas, on en est très loin. Ça dépend. Moi, j'y tente. Donc, je vous propose de... Bon, une dernière question. On prend une dernière question et ensuite, je vous propose de poursuivre le débat à l'extérieur avec les conférenciers parce qu'on a un petit cocktail, donc ce serait bien aussi de terminer. Peut-être, si ça vous ennuie pas, je préfère qu'on garde juste la dernière question parce que je vois qu'il y a des gens qui ont certainement des engagements, je voudrais pas qu'on les prenne en otage. Et donc, par contre, vous pouvez poser vos questions à l'extérieur après. D'accord? Merci. En fait, ma question rejoint un peu toute la discussion qui vient d'être faite. C'est que, est-ce que le management par la bienveillance n'est pas perçu parfois, et en tout cas c'est le sentiment que j'ai, parce que ça fait pas longtemps que je suis en Tunisie, par la faiblesse du management.
c'est que quand on fait participer les collaborateurs dans la prise de décision ou même dans les discussions et dans la stratégie qui est mise en place, et même dans les petits actes de bienveillance qu'on met en place dans l'entreprise, c'est souvent perçu par de la faiblesse. Ah non, il veut se rapprocher de nous, ou il veut nous manipuler, ou il n'est pas il n'a pas assez de courage de prendre la décision et il veut nous impliquer. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu ces derniers temps. Si je me permets d'apporter quelques éléments de réponse là-dessus, être bienveillant, c'est aussi inviter cette personne qui, normalement je suis censé faire participer à la prise de décision, elle n'a rien à voir avec la prise de décision, en l'invitant et en lui parlant avec bienveillance, en lui disant que cette décision ne vous revient pas, et elle va avoir un impact direct sur votre façon de fonctionner. Et j'aimerais discuter avec vous, non pas de la pertinence de la décision, mais plutôt sur quelle est la meilleure manière de l'appliquer. Donc la bienveillance, ce n'est pas d'impliquer tout le monde dans la prise de décision, et loin de là. Parce que moi, mon rôle en tant que manager, ce n'est pas d'être populaire ou de plaire, c'est d'être efficace à atteindre des résultats dans l'entreprise. Et pour ça, certaines décisions peuvent être impopulaires. Par contre, je peux concevoir que vous soyez en désaccord avec mon point de vue ou ma décision. Et au lieu de vous parachuter la prise de décision sans discuter, je vais vous inviter à parler de quels sont les obstacles qui vous empêcheraient d'appliquer ce qui a été décidé. Et est-ce que je peux vous aider à surmonter ces obstacles, aller de l'avant pour atteindre des résultats ensemble. Mais c'est clair que par moment, et très souvent d'ailleurs ça arrive, que la décision revient au leader ou au manager. Mais je vous ferai participer sur la manière de la déployer sur le terrain plutôt que sur la pertinence de la décision. Et ça rejoint de la bienveillance. L'autre aspect de ce que vous évoquez, c'est plutôt les prises de décision participatives, où par moment, elles sont utiles aussi, parce que ça suscite plus d'adhésion. Mais si je vais systématiquement dans l'entreprise recourir au mode de décision participatif, le temps de décider, l'opportunité commerciale sera passée déjà. Et là, c'est plutôt mettre en avant l'urgence business que le confort ou la reconnaissance de la participation de tout le monde dans la prise de décision, qui reste assez utopique comme approche. Parce qu'on a besoin de leaders aussi. Et le rôle du leader, c'est à un certain moment, même si la voie est erronée, il assume le fait de prendre des décisions erronées et il invite les gens à réfléchir sur le bien fondé de la décision après coup. Ça revient aussi à de la bienveillance. Mais en aucun cas, on va faire participer les gens pour se montrer bienveillant, parce que oui, là, effectivement, c'est perçu comme de la faiblesse. Je ne veux imposer rien à personne. Ton rôle, en tant que manager, à un certain moment, c'est d'imposer. Parce que la finalité business prime sur le confort individuel, parce que le collectif prime aussi sur l'individuel. Ça a du sens. Oui, ça a du sens. Juste une phrase. Oui. Juste une phrase. En fait, quand on associe bienveillance avec faiblesse, j'ai souvent cette réponse, et ça sous-entend que la force est associée à la malveillance. Rien qu'humainement, en se regardant dans la glace, est-ce qu'on se considère fort quand on est malveillant ? Je ne pense pas que qui que ce soit puisse répondre oui à cette question. Et que je rejoins tout à fait ce que tu dis, c'est un tout petit peu plus d'une phrase, pardon. Sur le côté bienveillant, il ne faut pas associer bienveillance et bisounours. Parfois, être bienveillant, c'est savoir virer quelqu'un, mais le virer bien. Virer quelqu'un, c'est, je crois, le truc le plus dur que j'ai jamais fait dans ma carrière, c'est de licencier les gens. C'est horrible. Et soit il y a des ordures qui disent va voir la DRH, elle veut te parler, soit on est un manager bienveillant et on gère le truc, vraiment. Et donc voilà, c'était juste mon petit rajout. Kelly m'a incité à travailler ma bienveillance et à accepter la dernière question. Alors, surtout qu'il a des super lunettes en plus. Parce qu'il avait pris la main depuis. Moi, perso, j'ai trouvé Charles. C'est gentil. En fait, je voulais rebondir sur l'idée d'une entreprise libérée. En fait, moi, je gère une agence de communication événementielle. On est 2 dans la boîte, mais on travaille avec une 50aine de personnes. En permanence, c'est des partenaires. Et moi, je suis à fond dans l'économie collaborative. Ceci étant, une fois, j'ai regardé un certain monsieur qui s'appelle Oussama Ammar, qui est un booster de start-up, de family exactement. Il a dit qu'il faut toujours avoir justement un décideur. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 pilotes d'un avion, c'est toujours un qui prend les décisions. Et on peut s'alterner, enfin on peut alterner la prise des décisions, ça peut être voté pour 6 mois ou 1 an ou autre. Mais c'est parce que, en fait, l'idée c'est que on se dit, voilà, il y a toujours un autre qui va veiller sur la prise des décisions, alors qu'il faut l'avoir là.
pendant cette année ou pendant ce laps de temps, c'est moi qui prends les décisions. Donc il y a toujours un décideur, je pense. C'est comme ça que je vois les choses, quoi. Merci. C'est pas une question en fait. En fait, oui, c'était exact. C'était une réflexion. On va tous faire comme ça. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, magnifique. Bravo. On va les applaudir. On va faire quand même 5 minutes de mindfulness pour madame.